Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la Bourse du Travail de la Seine-sur-Mer pour cette 6e rencontre Notre France, parlons-en, organisée par le Parti Socialiste. Nous étions il y a quelques semaines, quelques jours à Rennes, à Douai, à Argenteuil, à Guéret dans la Creuse, à Carcassonne. Nous serons jeudi prochain en Lorraine, à Florange, enfin à côté de Florange, à Famec. Et ce soir, on est ici, chez vous, à la Seine-sur-Mer. On va parler ensemble de la France, mais avant ça, devant vous présenter tout le programme, je passe la parole à Olivier Andreau pour un petit mot d'accueil. Vous êtes conseiller municipal de la Seine-sur-Mer, et c'est vous qui nous accueillez ce soir. Merci Frédéric. Eh bien, tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre Olivier, voilà, qui nous fait l'amitié et qui nous apporte au nom de mon parti, de notre parti, mais pas que, un témoignage et en tout cas une volonté d'écoute, puisque c'est bien le principe de la soirée. J'avais prévu un petit billet tout préparé à vous lire, et puis en fait je l'ai mis dans ma poche parce que hier soir j'ai eu une discussion avec mon épouse qui est dans la salle. On était en train de dîner en famille et on regardait les infos qui ne sont pas très réjouissantes en ce moment. Ça parlait de la guerre en Ukraine, de Donald Trump aux États-Unis et de la peur. Et à un moment, mon épouse me dit « Purée, mais tu te rends compte, en fait, on est tous des ennemis. Nous sommes tous devenus des ennemis. » Je lui dis « Mais pourquoi tu parles de ça? J'ai fait quelque chose de mal. » Elle m'a dit « Non, regarde les infos. En fait, aujourd'hui, on n'a que des ennemis. Les pays entre eux sont devenus ennemis. On n'arrive plus à se parler, même au niveau du boulot, au niveau de notre ville. » Et donc, ce mot d'ennemi a résonné en moi à la veille de cet événement. Et je me suis dit, en fait, ça tombe bien qu'on ait organisé cette étape de Notre France, parlons-en à la Seine. Parce que ce soir, d'une part, je vois beaucoup de personnes que je ne connais pas. Et ça me rassure. Et en fait, j'espère que ce soir, on est venus en amis, dans le sens où on va pouvoir s'écouter les uns les autres. Voilà. C'est le principe de cette soirée, je ne vais pas en dire plus, Frédéric va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, je voulais vous remercier et vous témoigner de l'émotion qui est la mienne de voir cette salle remplie de personnes très différentes, d'horizons très variés aussi, qui sont venus déjà en acceptant de parler pour certains, et pour tous. Voilà. C'est un signe d'espoir en cette période un peu difficile. Merci d'être venu. Merci Olivier Andreau, merci à vous. Alors, Olivier Faure, bonsoir. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous avez personnellement participé à toutes les rencontres dont je parlais précédemment. Vous êtes là ce soir. J'ai cru comprendre qu'en ce moment, il y avait une actualité politique nationale et internationale un peu chargée. Vous avez que ça à faire, de venir à la Seine-sur-Mer, écouter les habitantes et les habitants de cette ville. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui vous a pris au Parti Socialiste de vouloir lancer cette démarche maintenant? Pourquoi écouter les Français et pourquoi maintenant? Bon, merci d'abord à toutes et tous d'être présents et je vais effectivement répondre à cette question. Ce matin, j'étais à Bruxelles pour le pré-sommet européen qui donc doit être en train de peut-être s'achever. Je n'ai pas écouté les informations en arrivant, mais qui doit traiter du sort de l'Ukraine et également de savoir ce que les Européens vont faire à l'avenir. Est-ce qu'il y aura une défense européenne? Est-ce que nous serons autonomes par rapport aux grands frères américains? Ces questions-là, ce sont celles du moment et évidemment, il faut être parfois avec les dirigeants européens, mais moi, je ne conçois pas la vie politique autrement qu'à portée de baffe. Et être donc d'abord, toujours, dans ma circonscription évidemment, mais à travers ces déplacements dans toute la France, avec des gens qui ne sont pas socialistes, parce que dans la démarche que nous avons engagée, l'idée était bien sûr de retrouver les socialistes. Je ne vais pas les exclure, au contraire, mais d'aller au-delà de nous-mêmes et de chercher à comprendre ce que vous avez
envie de nous dire. Si nous avions tout réussi, en ce moment même, nous ne serions pas dans cette salle, mais à Matignon, à l'Élysée, dans les ministères, et nous gouvernerions le pays. Nous sommes dans l'opposition. C'est donc que nous n'avons pas tout réussi et que nous avons peut-être parfois déçu. Et aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'observe, ce que je comprends, c'est que la défiance vis-à-vis du monde politique est gigantesque et que le fossé s'est creusé entre les citoyens et celles et ceux qui les représentent. Quand on a entamé cette démarche, quand on a fait notre premier rendez-vous à Rennes, en arrivant, je me disais, la salle va au fond interpeller le premier secrétaire que je suis et va me demander des comptes. Et j'étais très surpris que dans ces 6 premiers rendez-vous, eh bien, ça ne se soit pas passé comme ça. Non pas qu'on ne m'ait pas demandé de comptes, mais pas simplement au PS. C'était à l'ensemble du monde politique, tant le fossé, effectivement, s'est creusé entre nous. Et donc, nous avons besoin de nous retrouver, besoin de comprendre ce que vous avez à nous dire. Et ce soir, vraiment, faites-le sans tabou aucun. Il n'y a pas de parole interdite. Il n'y a pas de tabou entre nous. Et ce que vous allez nous dire va servir ensuite à ce que nous travaillions d'arrache-pied dans les prochains mois pour pouvoir parvenir à une première ébauche de projet, puisque nous sommes maintenant environ à 2 ans de l'échéance présidentielle prochaine. Et donc, il faut qu'en 2027, en tout cas c'est l'enjeu pour moi et pour les socialistes, c'est d'arriver à produire un projet qui vous réponde, qui vous ressemble et qui soit un projet de la nature à fédérer un pays qui est aujourd'hui très fracturé, comme vient de le dire Olivier. Cette démarche n'est pas une démarche personnelle. Elle a été... Donc c'est une démarche de tout le Parti socialiste. Et ce soir, je veux saluer les quelques-uns qui ont fait le trajet avec moi ou qui ont fait un trajet moins long parce qu'ils sont du département du Var. Mais bien sûr, remercier Olivier qui nous a accueillis. Remercier Michel Albinga, le premier secrétaire fédéral. Et remercier Marie-Jo Allemand que j'ai vue tout à l'heure, qui prenait sa voiture et qui doit être peut-être encore sur la route, mais qui donc est députée des Hautes-Alpes et qui est aussi première fédérale des Hautes-Alpes. Yannick Ohanessian, que je n'ai pas vu, mais qui doit arriver et qui est le premier secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône. José, que j'ai vu, José Garcia Abia, qui est premier secrétaire fédéral des Alpes-Maritimes. Ninoué, que je ne présente peut-être pas ici dans le Var, mais qui est ma complice au Bureau national et qui assume un travail extrêmement exigeant de veille de ce que fait l'extrême droite. Et puis donc Magali Brunel, qui est là aussi et qui est avec Olivier, conseiller municipal. Tout ça pour vous dire que ce travail est un travail collectif et que, évidemment, ce n'est pas l'histoire d'un homme seul face à une assemblée, c'est l'histoire d'un parti qui cherche effectivement à renouer avec sa tradition populaire, avec son désir de renouer avec l'ensemble des Françaises et des Français et de parvenir à un projet en 2027. Merci à vous. Alors, vous venez de l'entendre, hein. Ce soir, dans cette salle, où en arrivant, j'ai vu que Jean Jaurès avait parlé en son temps. C'est pas Jean Jaurès qui parle, c'est pas Olivier Faure qui parle, c'est vous qui parlez ce soir. Et pour ça, ça sera très simple, la règle, hein. Vous levez la main, il y a Vincent et il y a Gauthier qui est par là aussi et qui vous passeront les micros. Mais parce que le sujet est quand même vaste, la France est un peu compliqué à plein d'égards. Avant de commencer, on est venu à votre rencontre. On a rencontré 113 habitantes et habitants du pays. Certains sont dans la salle ce soir d'ailleurs. On leur a posé quelques questions très simples sur leur vision de ce pays, de où il va, de comment il va. Et alors, on a récolté comme ça à peu près 50 heures de vos paroles, vos points de vue sur la France. Vous avez entendu la porte à claquer, c'est parce qu'on vient de la fermer à double tour. On vous séquestre ici pendant 50 heures. Non, rassurez-vous, ça ne va pas se passer comme ça. On a réduit ça à une vingtaine de minutes. Ce qu'on vous propose, c'est de découvrir ce que vous, vos voisins, vos voisines, de partout dans le pays,
nous ont dit quand on est allé vous interviewer, vous interroger sur la France. Et après, on en discute ensemble, on en débat ensemble jusque vers 20h30. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens politiques qui se mettent au travail et qui nous aident à mieux vivre. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la misère, qui ont du mal à joindre les deux bouts. J'ai pas l'impression qu'ils travaillent sur les bons problèmes. Il y a eu des revendications il y a 4-5 ans de ça, avec des gens habillés en jaune dans la rue. Ils étaient assez mécontents, on les a pas laissés parler. Enfin si, on a fait un grand débat, qui a servi à quoi ? À rien. On nous a bien fait comprendre que de toute façon, nos revendications et notre colère, on pouvait l'oublier. J'ai l'impression que les politiciens sont complètement déconnectés de la réalité des Français. Il y a plein de choses qui sont votées, plein de choses qui sont décidées. On nous dit que ces mesures sont censées nous aider, sont faites pour nous. On ne voit pas l'impact positif sur nous. Je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment dehors, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se nourrir, même s'ils travaillent. Quand il y a des élections, on entend les valeurs, beaucoup de valeurs, mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est inexistant. La confiance, elle est rompue en fait. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. On nous donne plus la force d'y croire en fait, parce que même si on y croit un moment et puis ça n'aboutit pas. Ouvrez-vous. Ne vous centrez pas sur vous-même. Le pays, c'est pas vous. Le pays, la France, c'est les Français. Et on ne les entend pas. Bonjour, je m'appelle De Jésus Marie-Félicia et j'ai 26 ans. Georges Fresneau, j'ai bientôt 92 ans et j'habite à Argenteuil depuis 1971. Moi, c'est Muriel Vaire, j'ai 44 ans, je suis née à Carcassonne, j'ai 2 enfants. Marc Flamand, j'ai 17 ans, je suis un métalleux, c'est ma passion. J'habite à Coincy. Madame Bourg, Annick, j'ai 43 ans et ça fait 17 ans que je fais ce métier-là. Chef d'entreprise d'une casse à Florange avec 8 salariés. Monsieur Le Gallo Jean-Jacques, je suis retraité, je vis ici à la Seine, la Seine Sud, c'est-à-dire le quartier des Sablettes où il y a les plages et tout ça. Lisa Pauillac, j'ai 19 ans, j'habite à Cesson-Sévigné et je travaille dans un magasin de cosmétiques. Je m'appelle Boy Nicolas, je suis adjoint technique pour une collectivité dans la Creuse. Je suis papa de 4 enfants, 4 filles. Si on peut aider, monsieur, c'est avec grand plaisir. Le monde, la France et moi, je pense à tous les pays en guerre, toutes les famines, toutes les crises climatiques, vraiment tout ça. Et je me sens extrêmement privilégiée par rapport à toutes ces personnes ou toutes ces femmes dans le monde qui n'ont pas le droit à la parole, qui n'ont pas le droit de vote. Je pense que je fais partie des catégories plutôt aisée et malgré tout, chaque fin de mois, je finis à zéro. Le monde et la France, pour moi, en ce moment, c'est quelque chose de très chaotique. Comme l'impression d'une cocotte minute qui va exploser. J'ai une pression sur tout le monde en permanence, avec ces mauvaises nouvelles qui nous encombrent tout le temps, avec les guerres qui se passent un peu partout, dont on entend parler en permanence. Le monde me fait un peu peur. Je trouve qu'il va mal. Le réchauffement climatique, forcément. La Russie, les États-Unis, là, dernièrement, qui élisent Trump. Il va nous faire une guerre économique. Nous, je ne sais pas si on est prêt à ça. J'ai pas trop espoir pour le futur. Parce que concernant le dérèglement climatique, la chaleur, la pluie, on n'a même pas de saison des pluies, alors qu'on devait être en saison des pluies. Je suis maman, je pense au futur de ma fille. Et vu comment ça part, j'ai même plus envie de faire d'enfant. La France, avant, ça faisait un petit peu rêver. C'était à l'époque, je pense, de Chirac. La France, c'était grand. Si elle prend une décision, elle prend une décision. Les autres pays respectent, écoutent, que là, elle est plutôt suiveuse que meneuse. On a perdu notre puissance. Toute notre technologie, par rapport aux Chinois, par exemple, le nucléaire. On a l'impression que toute la richesse de la France est en train de partir en fumée. Et du coup, j'ai un sentiment qu'on perd notre indépendance. Je pense qu'on est sous tutelle des plus grandes puissances, dont on ne fait plus partie. On est un maillon fort européen et l'Europe est un maillon fort dans le monde. Donc voilà, avec ce raisonnement, c'est déjà suffisant pour prendre confiance. La France a énormément d'atouts
En fait, en elle a un terreau qui est extrêmement fertile, des ingénieurs et des cerveaux. Après, un des enjeux de la France, c'est de conserver, de garder ces talents, de faire en sorte que les jeunes restent en France. On a un pays extrêmement riche de par sa culture, son histoire, la Révolution française, la Tour Eiffel, les châteaux de la Loire. On est incroyablement riche, il y a des expositions tout le temps, des musées. Ce que j'aime en France, c'est la culture. Là, je pense à Candide de Voltaire, excellent ouvrage. Voilà, les auteurs des Lumières, leur but était de se battre contre l'obscurantisme religieux, contre la monarchie, les idées archaïques qui étaient en place, en gros. Il faut savoir que la France est le pays au monde où il y a le plus de grèves. Donc je pense que l'esprit des Lumières est bien ancré. Manger français. Si je peux soutenir nos agriculteurs, je le fais. J'achète local et tout ce que je peux faire, j'essaye de le faire dans mon petit canton. Et que ce soit même mes enfants qui aillent dans le poulailler de la ferme et qui aillent chercher les œufs qu'elles vont manger au petit déjeuner le matin. La France, c'est un beau pays, mais quand on est français, on ne pense peut-être pas cette chose-là, en fait. Franchement, il y a des fois où on se nourrit, on ne peut pas manger, on ne peut pas aller faire des courses, on peut pas, on attend que le salaire soit là, et encore, quand il est là, il n'est pas là longtemps, donc on se dépêche, quoi. On trime beaucoup pour pas avoir grand-chose à la fin, c'est plus un pays des gens qui, on va dire, riches ou qui travaillent pas, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équilibre financier, quoi. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, j'ai commencé, comme mon collègue, apprenti. Je suis chef d'équipe, toujours au même salaire. Là, la bouffe a augmenté, les assurances ont augmenté, le prix des voitures a augmenté, enfin tout au global. Ils vont dire oui, c'est l'économie, c'est comme ça, bah oui, c'est l'économie. En fait, ce qui nous a foutu dedans, j'ai envie de dire, c'est l'euro, quoi. Et les prix, ils ont doublé, voire triplé. Donc, est-ce qu'on va avoir une retraite? Est-ce qu'on va pas en avoir? Est-ce qu'il faut déjà mettre de côté? Mais avec l'inflation, etc., c'est impossible de mettre de côté. C'est une spirale infernale, en fait. Heureusement qu'il y a l'aide sociale, la CAF, quoi. Sinon, je m'en sortirais pas, hein. Clairement. Avec qu'un salaire de 1 800 €, je m'en sors pas. Il y a eu l'annonce de Auchan, Auchan, Michelin, 5000 postes en moins au niveau national. C'est une catastrophe, quoi. C'est des entreprises puissantes, mondialement implantées et qui aujourd'hui ont des difficultés sur leur propre territoire, quoi. Non, on peut se poser des questions. On est encore dans un pays un peu stable quand même, hein. J'admets que bon, on peut vivre, je travaille, je gagne ma vie, je peux partir en vacances quand même de temps en temps. Et je ne peux pas dire que je manque je reste sans manger, non. J'arrive quand même à me nourrir, à me satisfaire avec ma famille. Si on se fie aux informations, on pourrait dire que tout va mal, alors qu'en fait tout ne va pas si mal. On a des entreprises qui sont viables, qui évoluent au CAC 40, ce qui n'est pas rien quand même. On a à manger dans les magasins, on arrive à partir en vacances. Les gens sont toujours, pour la plupart, souvent joviales, accueillants. De la France, il est vraiment généreux et gentil. J'ai de la chance vraiment d'avoir l'école qui est gratuite, le pays laïque. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations par rapport à pour aider les gens. Je vais donner un exemple. Resto du Cœur, ça donne les trucs pour moins cher. Moi, je trouve ce pays, c'est l'un des meilleurs pays du monde, en fait. La qualité de vie à la française, parce que même si on a l'impression que ça se dégrade, si j'ai un enfant qui est malade, qui se casse le bras, je vais à l'hôpital, je ne m'occupe pas des factures que ça va engendrer. La scolarité est gratuite. Le système social, c'est, moi je trouve ça important. Maintenant, on le paye cher, je trouve. Demain sera sûrement un monde bien plus compliqué et bien plus cruel que ce qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui vont plus pouvoir supporter les frais de l'inflation, pouvoir se nourrir correctement. Quand on veut acheter de la nourriture, il faut toujours compter, prendre de la basse marque parce qu'on ne peut pas les moyens. Je pense sérieusement que si ça continuait comme ça, la seule chose qu'on subirait en France, ce serait une guerre civile. Il va y avoir un conflit énorme entre les personnes qui ont beaucoup d'argent, les personnes qui en ont un peu moins et les personnes qui n'en ont plus du tout. Pour moi, c'est pas logique que pour pouvoir faire des études, on doit juste survivre. Tous les gens qui exerceront des métiers comme, je sais pas, avocat ou médecin, ce sera que des personnes riches ou aisées. L'accès aux études, ça va être réduit en fait. Ça va créer des injustices. Les jeunes, ils partent de France. Mon fils, il m'a parlé. Et il m'a dit, papa, tu sais, si l'entreprise, ça va mal, ne t'inquiète pas pour nous. Mon fils, il me parle d'Australie, ma fille est de Canada. Si on perd la jeunesse, on va où?
Qui on va le former demain? Je trouve que la France, elle est un peu triste en ce moment. Je vois des personnes encore aujourd'hui qui n'ont pas de logis. Toute cette partie aussi étrangère qui arrive, qui rencontre les mêmes difficultés, qui ont des problèmes aussi pour s'adapter à nous. Je pense que tout est allé trop vite. En fait, ça fait comme l'eau. Vous savez, quand ça tombe, si les terrains, à un moment donné, ils s'absorbent plus et ça fait de grandes inondations. Pour moi, la France, c'est même plus la France. On n'a que des immigrés, voilà, il y a peu de Français. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent pour les papiers. Parce qu'ils ont beaucoup d'aide aussi. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Et toi, demain, toi qui es français, tu demandes un appartement, tu vas attendre 3 ans. L'autre, il vient de s'installer, il a tout de suite. En fait, on n'est pas tous égaux. L'image de la France a toujours été une terre d'accueil, dans toute l'histoire. Moi, j'adore ça. Moi, je suis ouvert. Vous voyez les gars qui viennent, les boat people qui venaient du Vietnam, les gars qui viennent d'Afrique du Nord, le machin, ils savent que la France, c'est comme une mère patrie, d'une certaine manière. Avant, c'était l'humanisme, les droits de l'homme, des trucs comme ça. Le pays des droits de l'homme a failli mettre le Front National au pouvoir. Ça sent les années 1930. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que les gens n'ont pas beaucoup d'espoir. Il y a un pessimisme. Je dis que la France, ils mettent trop en avant les choses négatives. Il faut surtout montrer les problèmes qu'il y a eu. Il ne faut pas parler des bonnes choses. Nos professeurs, ils avaient dit « Oh, moi, je ne suis pas trop de bonne humeur avec tout ce qui se passe sur BFM TV. » Je dis « Madame, il ne faut pas trop regarder BFM TV. Regardez plutôt ce que vous voyez autour de vous. » On a un beau pays. Voilà, il faut le dire. Il faut en être fier. Ça représente déjà la démocratie, le vivre ensemble. Ça a de belles valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs-là, c'est des valeurs qui ont fait la France. Je vois beaucoup de conflits, surtout en matière de politique en général. J'ai vu beaucoup de moments avec les CRS, malheureusement, ou même les manifestants. Et j'ai l'impression que les civils, les citoyens se divisent plus qu'ils ne s'unissent. C'est pas du tout rassurant. C'est important d'être ensemble, de faire montrer que les valeurs de la France sont toujours applicables. L'égalité, la fraternité et la liberté. Économiquement, déjà, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter avec tout ce climat un petit peu de guerre, un petit peu tout ce climat économique compliqué dans le monde. Mais je trouve qu'on sent quand même qu'il y a, dans les temps difficiles, une volonté de se rassembler. On l'a vu avec les mouvements comme les Gilets jaunes, comme ce genre de mouvement. Et je trouve que le français, ça le fait très bien. Donc moi, je vois une France de plus en plus unie. Je fonde beaucoup d'espoir sur la jeunesse. Ils sont beaucoup plus ouverts à des idées d'égalité, de partage également, de solidarité. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de résistance encore de la part des anciennes générations. Moi, quand je regarde l'avenir, j'ai assez confiance dans la jeunesse française. Je les admire un peu parce qu'ils sont optimistes, ils s'adaptent à des situations, ils savent changer de poste, il y a un potentiel très fort. Il faudrait changer en France, pour moi, c'est la société et le réchauffement climatique, l'écologie en fait. Je trouve qu'on fait moins attention à notre planète et qu'en plus on fait moins attention aux autres alors que ça devrait nous allier pour nous pousser vers le haut en fait. Qu'est-ce qu'il faut changer en France? Faire attention à l'écologie et renverser le changement climatique. On ne le fait pas aujourd'hui. Il y a trop d'intérêts financiers. Quand on regarde qui pollue le plus, ce sont les plus riches. Mais on nous dit que les plus riches, c'est ceux qui nous créent de l'emploi. Et donc, en fait, on a tellement besoin de nos emplois pour sauver notre PIB, etc., qu'on ne va pas aller taper sur ces riches-là. C'est la place de la femme dans la société. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais en même temps, on ne sent pas qu'il y a une réelle évolution. Les hommes prennent toujours des décisions pour nous. Dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, on doit encore malheureusement toujours prouver. Il faut que ça change. Il faudrait changer, plus de contrôle de police, peut-être qu'il y ait plus de sécurité dans les quartiers. Et peut-être sanctionner un peu plus fort les parents et les jeunes qui font des bêtises régulièrement. Ouais, je pense qu'il faudrait être un peu plus strict. Il faut remettre le service militaire. Ça, ouais. Là, j'ai bien compris avec mon fils qui est parti à la marine. Ça forge les hommes et les femmes pour apprendre un peu l'histoire de la France, le rapport au pays, l'histoire. Même quelqu'un qui n'a pas travaillé à l'école, au service militaire, il est obligé d'écouter. Ça lui apprend, mine de rien, beaucoup de bases.
La sécurité et les migrants, c'est un problème essentiel. On leur a payé des HLM, on leur a payé des différentes choses pour leurs enfants. C'est pas comme ça qu'on intègre des peuples. Ça se travaille en obligeant les gens à parler la langue, à comprendre la culture, à travailler. Et pourtant, je suis pour qu'il y ait une immigration, mais volontaire, choisie. Moi, je trouve que cette immigration nous met un peu nous Français, dans la galère. On dirait que je gêne un petit peu ou que je suis inexistante. Alors j'ai cotisé, j'ai participé au enrichissement du pays, on va dire, parce que moi j'ai travaillé depuis toute jeune. On dit que la Creuse, c'est les oubliés un petit peu de la France, mais moi je me considère un peu comme une oubliée. J'aimerais bien un truc en France, le racisme, que ça s'arrête. La dernière fois, j'étais dehors et j'ai entendu quelqu'un qui traitait une personne de singe car il était noir de peau. Et moi, je n'aimerais pas que la France soit traitée comme un pays raciste. Dans la France, je sais qu'il y a des Français, on a l'impression que c'est des racistes, mais ce ne sont pas des racistes. Je dirais l'immigration. En fait, c'est un sujet qui est tout le temps remis à la page, mais en même temps, j'ai l'impression dont on parle jamais vraiment, qui fait débat en France, qui a peut-être même raison de faire débat, mais il faudrait vraiment exploiter une bonne fois pour toutes le sujet de façon claire, de façon honnête, peu importe notre avis en fait, juste que ce ne soit plus quelque chose de tabou ou utilisé pour discriminer les gens. C'est la question du handicap en France. C'est l'accessibilité à pouvoir vivre comme tout autre citoyen français, avec les infrastructures autour d'eux qui sont accessibles PMR, qui sont accessibles aux personnes handicapées. C'est l'accessibilité aux soins, à pouvoir voir des spécialistes sans avoir 6, 7, 9, 2 ans d'attente. Il faut protéger ce système de santé parce que dans la mesure où on vieillit, on vit de plus en plus vieux. Il faudrait trouver des moyens, une autre manière de faire les choses, quoi. De faire les choses pour mieux vieillir. La vieillesse et la mort, c'est des sujets qui sont un peu tabous encore. C'est tout ce qui est santé, et quand on parle de déserts médicaux, c'est qu'on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué d'avoir tout simplement un rendez-vous chez un docteur, chez un spécialiste. Là, on prend des rendez-vous, des fois c'est 6 mois, 1 an à l'avance, quoi. C'est un truc de fou, quoi. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de cliniques privées, donc on peut se dire que c'est une médecine à 2 niveaux et à 2 vitesses. Il faut qu'il n'y ait qu'une vitesse et que ça soit la même pour tout le monde. Les transports en commun ne répondent pas, notamment dans le milieu rural, aux besoins de déplacement qui ont été provoqués par la fermeture des entreprises, par la création de ces super métropoles. Si on arrivait à réaménager le territoire intelligemment, réimplanter des emplois plus près des gens, on réglerait un tas de problèmes de déplacement, d'humanité aussi. Des politiques de la ville vraiment fortes pour aider des quartiers, mais ça ne suffira pas. Il y a des immeubles qui sont là, il y a 10-15 ans, vous regardez le nom des boîtes aux lettres, on avait des Français, on avait toute communauté mélangée. Aujourd'hui, c'est en train de créer des ghettos. Les politiques publiques ne se sont pas intéressées à justement faire en sorte qu'il y ait ce vivre ensemble. Aujourd'hui, ce qu'il faut changer en France, l'accès par exemple au logement, il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande qui est demandée. On a une situation stable et pourtant on nous demande encore plus de garanties et c'est triste parce qu'il n'y a aucun moyen ni d'alternative proposée pour pallier ça. Les nouvelles lois qu'il va y avoir à partir du 1er janvier 2025, la suppression d'APL, de primes d'activité, de RSA et tout, supprimer ça, ça fera pas, je pense pas que ça fera avancer le pays. Ce que je souhaite qui sera amélioré en France, vraiment le système scolaire. Ils encouragent beaucoup les enfants qu'ils aillent vers le professionnel. C'est important quand même de se baser sur beaucoup d'élèves qui vont vers le général. Sinon, on sera obligé de faire venir des médecins, des ingénieurs étrangers, quoi. On veut que c'est nos enfants qui nous soignent. C'est ça mon rêve. Pour moi, il faudrait s'occuper du système scolaire. Ça dépend après dans quel lycée on est, mais la pédagogie, malheureusement, elle n'est pas partout. Moi, par exemple, je suis arrivé en seconde, on m'a dit ici, si tu marches ou tu crèves, tu as moins de 12 de moyenne, tu dégages. Donc quand tu arrives à seconde et qu'on te dit ça, quand on fait du 8h-17h ou du 8h-18h, qu'on se tape encore des trains ou des bus pendant 1h30, qu'on rentre, qu'on a des devoirs, qu'on doit se laver, qu'on doit manger, en fait, à quelle heure je respire? La République devrait donner sa chance à tout le monde grâce à l'école, que l'ascenseur social fonctionne. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes.
qui accèdent aux postes, que ce soit de dirigeants, que ce soit de hauts fonctionnaires, que ce ne soit pas une France de l'entre-soi, du piston et des grandes familles. Pour revenir à un système éducatif performant, pour que chaque enfant français puisse accéder au savoir, à la réflexion et à la culture. Ce qu'on a fait de l'école aujourd'hui, qui était un outil formidable, je ne me l'explique pas. Ce qu'il faut changer, c'est obtenir une meilleure économie. On ne peut pas vivre avec une économie en berne. Donc la problématique en France, c'est les charges qui sont, là je peux bien en parler, puisque je suis une très petite entreprise. Comme je paye énormément, eh ben, je sors des salaires au maximum à 2 000 €. Et aujourd'hui, en France, on ne vit pas à 2 000 €. Les personnes, lorsqu'elles ont de l'argent, elles consomment. Et donc on aurait un équilibre, à mon sens, vertueux. Dire aux gens qui sont à la CAF, au Pôle emploi, vous voulez trouver du boulot, ben, prenez le premier boulot qui vous sort. Vous voulez travailler, c'est ce que vous dites. Donc travaillez. Ça reste comme ça parce que la France est un pays social. On fait du social. Un Français qui travaille ou qui ne travaille pas, il faut absolument qu'il puisse payer ses factures et manger à sa faim. On s'aperçoit qu'ils réduisent les temps de chômage, les taux de chômage, et ça ne leur permet plus de vivre au quotidien. Les gens qui sont au chômage, que malgré leur chômage, qui essayent de trouver du travail, puissent quand même vivre de leur chômage en attendant. Il faut aider les petits salaires. Les gens qui travaillent à temps partiel, en particulier les femmes qui ont en plus de l'éducation de leurs enfants, à travailler et quelquefois à faire beaucoup de kilomètres. Ça passe par le salaire en particulier, aider au logement, etc. Enfin des choses comme ça. Je vais mettre un grand mot, c'est le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, ça englobe beaucoup de choses. Le salaire, même ce qu'on laisse à nos enfants, nos petits-enfants, tout ça. Moi j'ai grandi dans cette image-là où les anciens travaillaient à l'usine, ils avaient un rythme de vie correct, ils ont réussi à acheter, ils ont réussi, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, un simple employé, c'est compliqué. Il faut changer nos gouvernants. Je pense qu'on est là pour faire travailler l'usine en fait. Donc on crée des richesses et c'est tout quoi. C'est comme au temps des seigneurs, hein. Ils viennent chercher les impôts, on reste dans notre petite ferme tranquille et eux ils sont dans les châteaux quoi. Je reviens à nos services publics. Pourquoi dans nos EHPAD, nos anciens ne peuvent pas être traités dignement? Si on a autant d'impôts, il y a forcément des richesses. Où sont-elles? Quel que soit le parti politique, je voudrais qu'ils ne soient plus des comptables, qu'ils soient vraiment des représentants de la République. La représenter la République, c'est représenter le peuple, représenter les Français. On est entouré de gestionnaires qui parlent avec un tableau Excel, vous savez. Ils placent des trucs à droite, à gauche, comme ça. Les politiques, c'est pas eux directement qui commandent, c'est certainement, ils sont guidés par des conseillers qui viennent de droite, de grandes écoles et tout ça. Et c'est la finance qui mène tout. Pour l'Union européenne, ça devait nous donner plus de liberté, plus de possibilités, plus de créativité. Plus de moyens pour, par exemple, créer des laboratoires de recherche, développer des infrastructures portuaires et routières, mieux éduquer les enfants. Ça n'aurait jamais dû être un ensemble administratif qui crée de la norme contraignante au kilomètre. Vous arrivez sur une dérive totalement totalitaire. L'idée de l'Europe, elle est merveilleuse. Mais on en fait quoi avec quoi? Et on lui donne quels moyens? Et on structure les choses comment? Moi, depuis que j'ai voté l'Europe, j'ai jamais rien vu que l'euro. Où est l'Europe sociale, fiscale et politique? Ce qu'il faudrait changer, c'est... En fait, on n'a pas de sentiment d'unité en France. Par exemple, lorsque le peuple est en colère contre le gouvernement, on va s'unir. Mais en général, on n'est pas unis en tant que Français. Après, par exemple, on l'a vu au JO, on était très unis. Il y a eu ce truc d'un côté, au départ, on était fâchés contre les JO, puis on était contents par rapport aux JO. Et il y a eu cette unité. Mais c'est des choses qui sont ponctuelles. Écouter les gens qui ont des vrais besoins. Par exemple, quand on est président, on est un peu dans le luxe. On est sûr d'avoir une maison, d'avoir un toit, d'avoir à manger, qui soit vraiment à jour avec ce qui se passe. Les dirigeants politiques, ils ont toujours une crise de retard. Ils ne sont jamais en avance de phase. Il faut inventer un autre modèle. Et pour ça, il faut changer de cadre. Il faut sortir de cadre. Il faut mettre son imagination en route. Il faut se mettre ensemble. Pour l'éducation, c'est pas parce que tout d'un coup, on va constater que les enfants sont un peu moins bons en maths qu'on va se dire, tiens, on va leur remettre une heure de maths. Et c'est pas comme ça Il faut voir les choses beaucoup plus globalement. Il nous faut des personnes un peu inspirantes.
Apprenez à travailler ensemble. N'oubliez pas que si vous avez des partis opposés face à vous, c'est ça qui fait votre richesse. Rencontrez des collègues et des partis politiques qui ne sont pas d'accord avec vous et peut-être enrichir justement vos points de vue, vos idées. Je veux des idées pour la France. Il n'y a plus trop de discours politiques, je trouve. Ça m'a beaucoup dérangée au moment des législatives. Tout se disait ce qui n'allait pas chez les autres, d'accord, mais quel est votre discours à vous? Sans nous, les petits travailleurs, eh bien la France, elle ne tourne pas. C'est le gouvernement qui dirige la France. Et c'est eux qui décident ce qui est bon et pas bon. Mais pourquoi il serait que eux à décider? Des fois, il faudrait faire parler le peuple. Un brainstorming géant. Un brainstorming géant. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait ce soir. Alors, le principe, vous levez la main et les micros arrivent. Et pendant que vous vous préparez pour les questions, les réactions, les remarques que vous avez envie de vous faire les uns les autres, il y a quelques personnes qui ont été interviewées, qui sont dans la salle. Certains d'ailleurs qui sont pas dans le film puisqu'on n'a pas pu garder tout le monde. Mais pendant que vous préparez, je vais peut-être venir voir Rokhaya Fall ou Samantha Wintertin ou Stéphane Fontaine, avec qui j'ai échangé juste en arrivant là. Mais je vais peut-être commencer par vous, Rokhaya Fall. Hop. Tenez, vous avez le micro. Levez-vous. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous pouvez vous lever. Ah, carrément. Dans le film, vous nous dites... La France, c'est un beau pays. Et on ne le dit pas assez, on a l'impression. Oui. Vous avez le sentiment qu'on ne le dit pas assez? Vous avez le sentiment... Pourquoi vous nous dites ça? J'ai le sentiment surtout que ça se perd. Alors moi, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Et j'ai découvert à ce moment-là une France pleine de vie, unie, rassemblée, avec le vivre ensemble. Bon, je suis passé de Toulon à la Seine. Donc à la Seine dans le quartier Berthe, avec le vivre ensemble, être ensemble, avec des événements qui pouvaient se produire, qui pouvaient regrouper les gens, et une écoute en fait des politiques qu'il y avait dans la ville. Plus on va dans le temps, là je prends de l'âge, hein, j'ai 50 ans, je suis éducatrice, je travaille dans le social, et là je me rends compte qu'en fait tout ce que j'avais pu vivre dans ce pays commence à se perdre. Mettez bien le micro devant la main. À se perdre. J'ai pas de voix, je suis désolé, mais et sans le micro, ça peut être. Il faut que je te rapproche. Ouais, mettez bien le micro comme ça. Alors, je ne vais pas faire ça. C'est quoi qui vous rend aujourd'hui particulièrement fier de la France? En fait, c'est les valeurs de la France qui, au départ, en fait, sont l'union, le vivre ensemble, le partage. Avec tout ce système social en fait qui est mis en place que dans beaucoup d'autres pays n'ont pas. Mais ouais. Et vous avez encore un peu d'espoir? Ça passerait par quoi? Ou vous vous dites en gros ce que vous nous disiez à l'instant, vous avez l'impression que ça va de moins en moins bien? L'espoir, si. Mais il faudrait tout changer. Je pense qu'en fait, tout part d'en haut, hein, au niveau de la politique. Et à un moment donné, il faut que les personnes qui nous dirigent puissent regarder un peu plus en bas et écouter un peu plus pour pouvoir un peu essayer de relever un peu le pays. Et après on épargne votre voix, promis. Vous avez l'impression que s'ils écoutaient, ou s'ils écoutaient plus, ou s'ils écoutaient différemment, ça pourrait vraiment changer les choses? Je pense. Alors, il y a l'écoute, mais il y a aussi le fait que justement ces politiques-là puissent travailler ensemble. Puissent travailler ensemble et s'écouter. Et penser plus à la société que penser aux égos de chaque parti individuellement. Merci beaucoup. Peut-être Samantha Wintertin. Alors, vous nous avez donné une interview
quand vous voyez ce qui est dit dans ce film-là, vous réagissez comment? Vous y retrouvez un petit peu ce que vous pensez, parce qu'on voit des avis très très différents. Moi, je dis la France, ça va très 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 mal. Elle Il y a va très beaucoup mal. trop de violence déjà. Oui, d'accord. On a la France, on a la SAMU, on a les aides sociales, pas de souci. Mais pour avoir un appartement, on fait comment? Pour vivre, on fait comment? On vit pas. On survit en fait. On survit. Moi, je sais, avec des amis, des fois, on mange tous ensemble, on prend quelque chose au magasin et on mange tous ensemble pour pouvoir partager. Mais les gens, les pauvres qui sont tout seuls, c'est normal de voir des SDF à l'heure d'aujourd'hui? Mais pas du tout, en fait. On doit s'aider. C'est la France, ça va pas, ça va pas. D'accord, on a la CMU, on a tout ce qu'il faut. Mais on pense à nos enfants plus tard. Mais non, mais nos enfants, moi je suis maman de 2 garçons. Je dis que j'ai très 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 peur pour eux. À mon âge, je sais pas ce qu'ils vont faire. Quand vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous font dire ça pourrait aller mieux si on s'en occupait si... Comme elle a dit Rokhaya, faudrait regarder en bas en fait. Faut pas regarder juste à son niveau. Faut regarder le peuple, faut regarder la France, comment elle va. Faut arrêter de se mettre que sur soi. Comme les Français, ils ont le droit aussi à vivre. Faut se réveiller en fait, ouais, tout simplement en fait. Faut se réveiller. Tout simplement. Merci beaucoup. Stéphane Fontaine, dans le film qu'on vient de voir, vous nous dites on est un beau pays, quand on a un problème de santé, on a l'hôpital, l'école et tout, mais on le paye un peu cher tout ça. Et quand on vous écoute, moi j'anguissais d'arriver à la Seine pour vous voir et vous demander, mais en fait, est-ce que quand vous dites ça, vous vous dites on va arriver à tenir, ou vous vous dites en fait c'est le sentiment on va dans une impasse? Alors je me suis trompé, c'est pas un peu cher, on le paye très cher, c'était une erreur. Mais non, en fait ce que je voulais dire c'est que le modèle social à la française, l'idée qu'on a de la France, personne ne le remet en question. Mais on le voit bien dans le film, tout le monde est très très, très pessimiste. Enfin, je veux dire, moi j'y crois plus, il y a un moment. Et je pense que je suis pas le seul. C'est bien, tout le monde a un peu d'espoir. Mais je veux dire, ça fait des années que tout le monde en a, il n'y a rien qui change. Mais vous avez l'impression que on vit au-dessus de nos moyens, ou c'est juste un système qui tourne pas rond? C'est le système qui tourne pas rond. Enfin, pour moi, c'est les politiques. La France a des atouts. Je pense que l'argent avec ce qu'on collecte, il y en a. Moi, j'ai un dégoût des politiques, quels qu'ils soient. La sensation que, ils travaillent pour eux. J'entends tout à l'heure, il faut monter un projet. J'ai l'impression qu'on monte un projet, pas pour les Français, on monte un projet pour aller chercher tel ou tel électorat. Voilà, et c'est vraiment, on veut le côté populaire, on va faire des mesures populaires, pas parce qu'on en a besoin. J'ai pas une très bonne opinion de la politique, donc peut-être mieux passer le micro. Voilà, non, mais au contraire. Non, moi je suis un peu, avec toutes les qualités qu'a la France, je trouve ça dingue qu'on en soit là. C'est quoi les qualités qu'a la France selon vous? Notre système social, le modèle, que ce soit la scolarité, c'est sûr que tout se dégrade, mais on est encore un beau pays. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est dur de se plaindre en France. Il y a bien pire que nous. Maintenant, j'ai l'impression qu'on était haut et qu'on dégringole au fur et à mesure. Et quand vous voyez le pays qui dégringole, vous vous dites c'est une fatalité, ou vous vous dites quand je regarde autour de moi, je vois des atouts, je vois des richesses dans l'endroit où je vis, et d'une certaine manière, je comprends pas pourquoi les politiques les voient pas. J'entends, mais je ne changerai pas d'opinion là-dessus. On a énormément d'avantages en France. Je pense qu'on pourrait régler le problème. Mais ça fait des années que cette classe politique nous tire vers le bas, quelle qu'elle soit. On essaye un peu tous les partis, ça ne change pas. On en aura sûrement un nouveau bientôt, ça ne changera pas non plus. Moi, je suis très pessimiste sur... Juste, vous attribuez ça à quoi? Le fait que, quand vous dites on change, ça ne change pas, c'est toujours la même chose, vous l'attribuez à quoi ça? Je sais pas, pour résumer, ça fait bien longtemps que j'ai pas connu quelqu'un qui vote parce qu'il a envie de telle personne. On vote pour pas avoir un tel. Pour vous dire où on en est. Tout le monde vote parce que je veux pas lui. Je vote lui, c'est moins pire. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui vote parce qu'ils adhèrent à des idées ou à quelque chose. Ça montre qu'il y a un réel problème.
Et juste, et Faut après... parler très près dans le micro, hein, quand Ouais, même. ouais, Là, ouais, je suis en train de le gober. Hein. Pour le Covid, là, on est mort. Là. Juste, après, promis, j'arrête de vous triturer, mais quand vous dites ça, vous dites il y a possibilité que ça change. Il y a une façon de faire de la politique. Il y a qu'il faudrait changer. Ça passerait par quoi pour vous? J'ai pas le remède. Là. Non, je vais passer le micro là. Non. Ça marche. J'y crois plus moi. Madame. Bonsoir. Alors allez-y, présentez-vous, parce que moi je vous connais pas. Bonsoir, eh bien je m'appelle Aya, je suis une étudiante à Aix-en-Provence et j'habite à Toulon, voilà. Et alors, là ce soir on est là pour parler de la France. Oui. Vous, la France, vous la voyez comment par rapport aux premiers échanges qu'on vient d'avoir, par rapport à ce que vous avez vu dans le film? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Eh bien, je pense que la France, enfin pour moi, c'est ce qu'on nous dit toujours, c'est que en étant étudiante, on nous dit que l'avenir c'est vous, c'est moi, c'est ce que je ferai au futur. Par contre, le futur que je vois, il est un peu gris. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes en France qui devraient et qui pourraient être résolus. Déjà, premièrement, je trouve que l'économie, elle est un grand problème. On a les prix qui augmentent, les salaires qui stagnent, on a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre, tout simplement. Beaucoup travaillent dur sans avoir d'amélioration. Après, on a la devise de la France, qui est la liberté, égalité, fraternité, qui semble être un peu loin de la réalité, puisque la liberté, je trouve qu'elle est limitée par nos difficultés économiques. L'égalité n'est qu'un idéal en soi, car tout le monde n'a pas les mêmes chances. La fraternité disparaît face au fait que chacun doit se débrouiller tout seul. Les étudiants, je parle parce que j'ai expérience, en sont un bon exemple, puisque là, c'est bien, l'éducation, elle est accessible. Par contre, le coût de la vie, il augmente de plus en plus. Les aides ne suffisent pas. Beaucoup doivent travailler à côté, mais... Et ça, là, tout ce dont vous parlez, oui. Là, vous avez l'impression que on pourrait y faire quelque chose? Alors, moi, personnellement, je trouve que oui, on pourrait faire quelque chose. Après, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je trouve que c'est vraiment un sujet très compliqué. Il faudrait bien creuser. Je trouve qu'il faudrait plus parler à la population. Chose que, personnellement, je trouve que les politiciens ne font pas beaucoup. Ce qui, en fait, à chaque fois qu'ils introduisent des nouvelles réformes ou des nouvelles lois, on dit que oui, on a pensé à la population, mais enfin, rien ne s'améliore. Voilà. Merci. Oui, allez-y. Levez-vous. Présentez-vous. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Nabila. Donc je suis kiné, j'ai aussi une petite société dans l'aviation d'affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions au niveau professionnel en France. Je me dis qu'au niveau de mon entreprise, fiscaliser, ça devient très compliqué. On est énormément taxé. Également, dans mon domaine de kiné, c'est compliqué. Déjà, trop de patients pour ce qu'on paye aussi à l'État. On entend ce débat. Beaucoup de charges, et en même temps on entend aussi des gens qui disent il nous faudrait plus de services publics. Comment on fait pour tirer les deux bouts ensemble? C'est possible? C'est pas possible? Là est la question. Par exemple, en tant que kiné, il faudrait qu'ils nous ouvrent peut-être plus de... Enfin, l'ordre des kinés nous ouvre peut-être plus de... nous laisse ouvrir des cabinets. Ce qui est compliqué, ça dépend des zones en fait en France. Ici à la Seine, on est en zone surdotée, donc c'est compliqué. Et pour l'aviation d'affaires de ce côté-là aussi. Et c'est vrai que je me suis plusieurs fois posé la question
de quitter la France et de créer ça ailleurs, malheureusement. Je me dis, est-ce que si la France faisait peut-être quelque chose pour ça, moi j'aimerais bien rester ici. Je suis née à la Seine, j'ai grandi à la Seine, et j'aimerais bien que nos cerveaux et nos talents restent en France. Enfin, vous avez l'impression que c'est un problème d'argent ou c'est un problème de fonctionnement global? Avant d'être un problème d'argent, je pense que c'est un problème de fonctionnement global. Il faudrait, comme beaucoup l'ont dit, nous écouter, mais de manière peut-être plus intelligente. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais peut-être prendre le temps de nous écouter surtout. Parce que là, on va tous parler, c'est super, mais et après? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, ça fait quatre d'entre vous qui parlaient et qui disent qu'il faudrait nous écouter plus. C'est ça. Enfin, pour vous, qu'est-ce que ça change d'écouter mieux? Déjà, il faudrait peut-être nous écouter plus haut. Enfin, je sais qu'il y a déjà pas mal de monde très important ici, mais peut-être faire plus de réunions de ce genre, plus souvent aussi, parce que la voix du peuple elle est importante, et c'est aussi grâce à nous que la France fonctionne, entre guillemets. Un pays, c'est comme une grande entreprise finalement, donc sans nous, ça va être compliqué. Mais pardon d'insister, mais ça change quoi d'écouter? Ça change quoi que les dirigeants de ce pays vous écoutent? Prendre en considération nos attentes ferait que peut-être la France irait mieux. Aujourd'hui, la France va pas très bien et on le sait tous. Hein. Merci beaucoup. Oui. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Gérard. Donc, moi, je voudrais rebondir sur la première interviewée là. Oui. Je connais pas votre âge, mais le vivre ensemble, etc. Je suis de la Seine, j'ai 61 ans, donc j'ai connu la Seine des années 80, hein, ma jeunesse, les années 70. J'étais plein de potes, black, blanc, beurre, on se mélangeait, il y en avait à la maison. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, je suis impressionné par ça. J'ai 2 enfants, 2 garçons, ils ont été élevés, je pense, intelligemment. Je vois pas de métissage dans leur entourage. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas, mais je comprends un peu. Je pense que le terreau du Front National, on en parlait un petit peu, moi j'en ai marre de voter à droite pour pas avoir l'extrême droite, ou peut-être à droite pour pas avoir l'extrême gauche. Oui, c'est quand même étonnant comme... Donc pour couper un petit peu cette montée du Front National, hein, qui me semble inéluctable, et j'ai très peur pour nos prochaines élections, je pense que le parti que vous représentez, la laïcité, il faudrait y travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attention, hein, je mets Betaram et les attentats de Charlie Hebdo dans le même sac. Hein. Vous voyez, la religion est en train de faire beaucoup de mal à la France. Et ça, je pense que ça peut être dans la cour des politiques, d'être un petit peu plus exigeant sur cette obligation de laïcité. Juste, je profite que vous avez le micro, on entend dans le film plusieurs personnes qui disent, en gros, certains qui disent la France c'était un grand pays, d'autres qui disent la France est quand même encore une grande puissance, d'autres encore c'est un vieux pays, d'autres c'est un pays qui fait du social. Vous, la France, vous la voyez comment aujourd'hui? Non, je suis optimiste, moi, je la trouve bien, ma France, il n'y a pas de souci. Je suis content de payer des impôts. Ouais, ça paraît bizarre, mais si je paye des impôts, c'est que je travaille et que on m'en laisse plus que ce que j'en donne quand même, hein, d'accord? Après, je paye des impôts pour des gens, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se foutent de la gueule du monde, quoi. On parlait, c'est bien, on a les aides sociales, je pense que les contrôles sont un petit peu limités. On distribue notre argent assez facilement, je trouve. Je peux me faire taxer de facho et de machin là sur une réflexion pareille, mais je vois beaucoup de monde quand même, je voyais beaucoup de monde, je suis jeune retraité, et j'ai vu des abus, mais je veux dire, c'est évident, quoi. Il n'y a aucun contrôle sur l'argent. Il y a plein de gens qui ont besoin de ces aides, et là, il faut même les doubler pour cela. Mais je pense que l'État se fait voler. Et donc, vous me volez mon argent aussi, quelque part. Merci, monsieur.
Allez-y. Je ne sais pas où sont les micros, donc vous vous levez, vous prenez le micro, vous vous présentez. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Sophie, je vais avoir 50 ans, je suis infirmière libérale à la Seine. Je viens de Marseille à la base, issue de parents immigrés, tous les deux. Alors moi je suis née en France, je suis française, même si j'ai eu une grande culture italienne de par ma maman. Mais moi j'ai aimé mon pays et je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus parce que la première chose que j'ai dit à Vincent, c'est la France est un pays de losers. Moi je suis une travailleuse, je travaille dur, j'ai 3 enfants, je suis seule avec 3 enfants et je gagne bien ma vie et je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent parce que je paye énormément de charges. Il en faut. Mais à ce stade, c'est punitif. Gérard dit qu'il est heureux de payer des impôts. Moi aussi. C'est vrai que ça veut dire que j'ai une situation professionnelle intéressante. Mais là, pour être franche, j'ai rendez-vous chez mon expert comptable lundi et je tremble parce que j'ai gagné trop d'argent en 2024 et que ça va me mettre en difficulté financière. Et vous avez l'impression que ce sujet, on n'en parle pas ou on en parle mal? Ce sujet des charges, de la place du social dans le pays? Si, dans les médias, on en entend parler, dans les débats politiques aussi. J'avais une question, j'avais préparé une question. Je ne comprends pas comment la France s'en sort mieux en payant du social, beaucoup, plutôt que d'envoyer les gens au travail et de mieux les payer et de mettre les patrons moins en difficulté par rapport, encore une fois, à leurs charges patronales. Je ne comprends pas quel est le calcul à Bercy. Alors moi je suis pas à Bercy, hein. Mais vous avez une petite idée sur la question? Est-ce que la France n'est pas un pays trop social? Ah mais ça fait une bonne question pour ce soir. Madame? Alors pour moi, d'abord je vous remercie de me donner la parole. Présentez-vous. Parce que, je me présente, je m'appelle Sonia, je suis du quartier de la Beaucaire. Et j'ai monté un collectif lorsque notre bailleur social nous avait infligé de facturation, c'est-à-dire aux gens les plus pauvres, parce que là-bas, il y a 57% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et on s'est retrouvé avec une facturation de consommation d'eau qu'on n'avait jamais consommée, mais facturée à tous les locataires. Alors, est-ce que la France est un pays qui donne trop? Peut-être. Mais alors, il donne mal. Parce qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et très souvent, maintenant, on ne va plus voler les riches. On va voler les pauvres parce que c'est ceux qui parlent le moins. Et on a monté un collectif en 2022 pour défendre la Beaucaire. Et en pensant le problème n'était que dans les quartiers. Donc, et au fil du temps, on est en 2025, on a obtenu un remboursement de notre bailleur social d'1 400 000 €. C'est-à-dire on est des simples mères de famille, hein. Dans les quartiers, on n'a pas de travail, on est les assistés, on touche les minima sociaux. Et on s'est battu, 3 femmes, 3 bouts de femmes. Et on l'a fait pour notre France. Parce qu'on avait aussi marre qu'on nous dise que nous, les enfants d'immigrés, on était des assistés. Et c'était la fois de plus. Quoi de mieux que de monter un collectif et défendre la dignité des gens, à commencer par les quartiers populaires, où la misère nous ronge. Vous avez employé un mot fort, vous parlez de dignité. Vous avez l'impression qu'en France aujourd'hui, il y a un problème de dignité? Bien sûr. Il y a un truc qu'il faut savoir et qui se généralise, c'est-à-dire on a tendance à dire ouais, c'est la faute de l'autre, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Eh ben, les quartiers populaires, ce sont les endroits oubliés par la France. C'est-à-dire que la France commence aux frontières des quartiers. C'est-à-dire vous commencez à être français quand vous sortez du quartier. Quand vous êtes dans le quartier, quand vous cherchez du travail, que vous mettez une adresse postale qui est reconnue et qui arrive des quartiers, eh ben vous n'avez pas les mêmes avantages. On ne parle plus de race, d'origine, voilà, vous venez de là-bas. Sauf que maintenant,
les Français, les Italiens, les Espagnols ont réussi à s'en sortir, il reste nous. C'est pas faute d'avoir fait des études, c'est pas faute d'être de bons citoyens, c'est pas faute d'avoir donné une très bonne éducation à nos enfants. Et aujourd'hui, nous sommes encerclés dans un piège où quitter nos quartiers et obtenir un emploi à la hauteur de nos qualifications, c'est pas possible. C'est pour ça, depuis plus de 30 ans, j'œuvre à Amitié Cité, dont la fille, j'ai oublié, Nabila. J'ai travaillé avec sa maman pendant plus de 10 ans bénévolement à la Seine. Cité des Talents, peut-être que vous connaissez pour certains. Au Rocher, une association catholique sur la Beaucaire. J'interviens aussi pour des actions ponctuelles et au Resto du Cœur. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis contente qu'il y ait des gens un petit peu de tous les milieux, je pense, parce qu'on se retrouve tous dans la même situation. Alors soit aujourd'hui vous êtes là pour nous proposer quelque chose de fort, parce que cette histoire de différence, de problématiques, moi quand j'ai entendu, il n'y avait rien de surprenant. Hein. J'ai reconnu chez eux tout ce qu'il y avait chez moi. C'est-à-dire tout, l'école, la scolarité, les étudiants, parce que j'ai une fille étudiante, le harcèlement, la violence et le mal logé. On commence par le mal logé. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci madame. Oui. Allez-y, bonsoir. Alors bonsoir, moi je m'appelle Charlotte, je suis étudiante. Je suis un peu nerveuse à l'idée de prendre la parole devant vous, mais je prends mon courage à deux mains. J'ai les jambes qui tremblent d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre documentaire, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes et c'était super parce que j'ai l'impression qu'on est sous-représentés. Et dans le sens où moi je parle souvent politique avec mes camarades qui sont en prépa eux aussi. Mais en fait, c'est assez 50-50 dans le sens où beaucoup sont politisés, mais d'autre part, j'ai des collègues qui me disent bah moi, de toute façon, la politique, je m'en fous, je vis au jour le jour, etc. Aucun jugement là-dessus, ça leur appartient. Le problème, c'est que la politique ne s'en fout pas d'eux. Et je trouve ça dommage parce qu'on nous néglige tellement dans le sens où on arrive à se désintéresser de quelque chose d'autant fondamental qui construit une nation entière. Dans le sens où, par exemple, récemment, on a eu le pass culture qui a été diminué de moitié pour tous les élèves de France, à partir de 17 ans maintenant, super. Et je pense aussi aux repas au Crous à 1 € qui ont été supprimés pour les étudiants, bien évidemment pas les boursiers. Et je trouve ça dommage aujourd'hui de négliger une très très grande partie de la France qui va représenter la France de demain, justement. Pardon, mais ça vient d'où, selon vous, le fait que la France sache pas faire avec ces jeunes? Je pense que ça on vient l'entend dans le film, les jeunes qui disent en fait on nous fait pas confiance, et en même temps on entend beaucoup aussi de personnes plus âgées qui disent l'avenir c'est les jeunes. C'est comme si en fait la France n'arrivait pas à rencontrer sa jeunesse. Ça vient d'où ça? Je pense que ça vient du fait qu'on décrédibilise beaucoup la parole des jeunes, dans le sens où puisqu'on est jeune, on n'a pas forcément le droit de penser. Et je trouve ça dommage parce qu'on a beaucoup d'idées à apporter, on a beaucoup de projets, et on est aussi, on est l'avenir, on est les représentants de la nation de demain. Et puis je pense qu'on nous sous-estime beaucoup sur notre capacité à réfléchir, à apporter à la France, justement. Et puis je pense que ça vient de là, du problème, ça vient du fait qu'on n'arrive pas à nous prendre au sérieux et qu'on ne nous écoute pas, encore une fois. Mais alors c'est à qui de faire le premier pas? C'est à vous de prendre le pouvoir, de prendre les places, de vous imposer? Ou c'est à ceux qui tiennent le truc de vous faire un peu de place? Moi, je pense qu'on peut compter que pour... Je pense qu'on doit faire les choses par nous-mêmes aujourd'hui, et c'est dommage d'ailleurs, je le pense. Mais je crois qu'on doit plus se politiser, on doit plus en parler, on doit plus se sensibiliser sur la question politique, puisque c'est ce qui, justement, j'ai encore dit tout à l'heure, mais c'est ce qui construit la nation. Et puis on doit le faire par nous-mêmes. Voilà, on doit peut-être être plus sensibilisé à l'école. Je ne sais pas si c'est un sujet qui doit forcément être abordé quand on est très jeune, mais je pense qu'on doit pouvoir se construire justement une opinion afin justement de pouvoir exprimer nos idées et puis de faire avancer certains projets. Alors juste une dernière petite question, parce qu'on entendait tout à l'heure madame qui disait « Moi je réfléchis à partir de France, parce qu'en fait je vois pas comment je pourrais construire mon avenir ici ». On entend le témoignage dans le film d'un métallier de l'Aude qui dit « Moi, mon fils me parle d'Australie, ma fille de Canada ». Vous ou vos amis, vous voyez votre avenir en France ou vous voyez partir? On aimerait le voir en France, mais malheureusement on le voit autre part.
J'ai déjà des collègues qui sont partis en Australie, d'autres aux États-Unis, un peu partout. En fait, on a tous envie de partir. Et ça se ressent notamment avec les étudiants qui veulent peut-être partir en Erasmus pour voir d'autres horizons, pour voir où est-ce qu'on pourrait peut-être se construire autre part qu'en France. Et c'est dommage parce qu'on a un très beau pays et qu'on devrait justement remonter un peu la donne pour donner envie aux étudiants de rester en France. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de rester en France, vous ? Avoir plus d'opportunités. Je pense qu'on n'en a pas assez. Je pense notamment aux places en master qui sont très restreintes et qui constituent une injustice pour la plupart des étudiants. Et je pense qu'en fait, c'est juste une question d'opportunité et peut-être d'améliorer certaines conditions de vie pour les jeunes qui sont en précarité, notamment la précarité étudiante, donc les boursiers qui doivent... certains étudiants qui doivent, au-delà de faire au-delà d'accomplir leurs études, doivent travailler à côté. C'est une injustice majeure qui me révolte d'ailleurs. Et puis je pense qu'on doit tous prendre le problème à bras-le-corps puisqu'on est l'avenir de la nation. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Oui. Si vous pouvez vous lever. Allez-y, présentez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Alors, Soumaya. mettez bien le micro devant la bouche. D'accord. Je m'appelle Soumaya, 48 ans. Je suis maman de 2 enfants, 14 et 9 ans. Je suis née à Sanary et à 7 ans, je suis venue vivre à la Seyne-sur-Mer. Donc je suis sénoise de cœur et sifournaise depuis 8 ans. Donc je suis toujours en vadrouille sur la Seine, que ce soit le tissu associatif, revoir le quartier, les amis, etc., etc. Donc sénoise, française, malgré un arrière-grand-père enterré à Paris parce que voilà, il a libéré la France, entre guillemets, il a contribué contre le nazisme. Un grand-père assassiné à bout portant parce que voilà, il voulait garder son Algérie. Et malgré tout, aujourd'hui, j'ai une difficulté, c'est que la France ne me convient plus, mais je ne veux pas la quitter. Parce que c'est dans la galère que je me rends compte qu'en fait, je l'aime. Et je ne pensais pas en fait ressentir autant d'amour pour mon pays. C'est tout bête, mais je me dis peut-être que l'amour nous sauvera. Voilà. C'est-à-dire je ne sais pas, je parle avec mon cœur. Je ne m'attendais pas de toute façon à prendre la parole parce que je ne suis pas à l'aise du tout. Mais mince, je me sens française. J'ai la possibilité de partir vivre en Tunisie, en Algérie, ou en Australie, ou partout dans le monde. Mais j'ai envie pas de me battre, mais de construire. Et à côté, en attendant que le système évolue. Donc je ne suis pas contre le système, je suis à côté. Et j'avance localement. Donc je suis cadre A, de classe exceptionnelle. Je suis assistante sociale au département. Et je souffre au travail. Et je change de métier. Et pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, et pour les gens que je pourrais aider hors système. Et carrément. Est-ce que vous pensez, parce que ce que vous dites, en gros, vous le voyez de l'intérieur et de très très près, ce système ? Oui, quand vous ne pouvez plus donner des bons alimentaires parce que madame est retraitée et que elle fait avec, et que vous devez, au bout de 20 ans de carrière, négocier 30 balles et les obtenir parce qu'avec un petit peu d'impertinence, ça a marché. J'ai eu 50 balles de chèque alimentaire pour Leclerc. Voilà, et j'ai dû dire à ma responsable, à un moment donné, quand la dame me dit... qu'elle n'a plus rien. Je lui dis quoi ? De rajouter de l'eau dans son liquide vaisselle, de rajouter de l'eau dans son shampoing, de rajouter de l'eau à sa vinaigrette, et après elle fait quoi ? Elle met de l'eau dans de l'eau. Et là, j'ai eu 50 balles. Mais je n'ai pas été formée 3 ans à la Croix-Rouge pour faire ça. Donc, assistante sociale passionnée, j'ai tout fait. Je peux travailler avec tout le monde, les toxicos, les alcoolos, les hommes battus, tout ce que vous voulez. Mais refuser l'alimentaire, c'est plus possible. Juste, vous pensez que ce système-là, il peut bouger ou alors il n'y a pas de solution et il faut le réinventer par l'extérieur ? Donc j'agis toute seule. Je me suis mis à faire un potager. Je vais reprendre des poules parce que moi-même, je galère. Donc je vais avoir des poules, je vais avoir de nouveau des poules. J'ai mon potager et je suis membre de MSV 83. Donc je suis une paysanne en fait. J'ai une terre qui m'est prêtée, donc je défends les dernières terres agricoles sénoises. Qui aurait cru ? Donc voilà. Merci beaucoup. Donc je reste en France. Oui, allez-y. Et puis peut-être après, Olivier Faure, je vois que vous prenez énormément de notes depuis tout à l'heure. Et peut-être un premier retour sur ce que vous inspire, ce qu'on a entendu. Vincent, je ne sais pas qui a le micro. Allez-y, madame, levez-vous si vous pouvez. Bonsoir. Je m'appelle Catherine, j'habite Sifour.
Je suis arrivée très en retard. J'avais beau demander partout dans la rue où était la Bourse du Travail. Personne ne la connaît. Et je me dis, ça montre l'état des syndicats en France. J'en suis très triste. Mettez bien le micro devant la bouche. J'étais très triste de ça. Et surtout, je peux parler que de ce que je viens d'entendre. Moi, je trouve que les partis politiques n'expliquent pas assez simplement. Pour moi, ce n'est pas des charges, c'est aussi des cotisations. Et que ça veut vraiment dire quelque chose et que c'est une chance extraordinaire qu'en France, il y ait des cotisations. Donc ça m'agace un petit peu ce discours. C'est tout à fait exact qu'il y a des profiteurs et on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Or, moi, je me permets de prendre la parole parce que, enfant américain, new-yorkais, moi, j'habitais près de la Suisse et ma belle-fille est allemande. Donc, je vois les autres pays, quand j'entends parler de ce qu'on dit d'Allemagne, on utilise l'Allemagne contre nous Français. Mais je vais vous dire, par exemple, les salaires, tous ceux qui habitent Strasbourg, Mulhouse, ils vont travailler ou en Suisse ou en Allemagne parce que les salaires en France sont trop bas. Ils sont bloqués et sans arrêt on dit oui, mais si on augmente les salaires, il y aura de l'inflation. Je trouve qu'on a mené les gens en bateau parce que par contre, tout le reste augmente, tout le reste. Donc moi, je me dis, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un entonnoir, puis au bout, les gens sont pauvres. Et ce qui me chagrine, c'est de voir la France devenir pauvre, et c'est de voir la France perdre ses services publics. Moi, mon fils à New York, 1 200 € par mois d'impôts locaux. Je ne vous dis pas, l'école, 3 000 €. D'accord ? La sécurité sociale, 1 200 lui, 1 200 son entreprise. S'il a une maladie grave, au bout de 2 ans, l'assurance ne le prend plus en charge. Vous voulez que je vous donne d'autres exemples de ce système américain ? Je le connais très bien. Et je trouve que les socialistes sont devenus de sociodémocrates, comme c'était en Suède. On est devenus sociolibéraux. Et ça, c'est dommage. Parce que le libéralisme, ce n'est pas la liberté des gens. Le libéralisme, c'est la liberté des marchés, de l'argent. Et ce système-là, il n'apporte rien. Et je trouve épouvantable quand je vois, moi, une femme de ménage qui va travailler en Suisse, qui habite côté français. Côté français, elle est payée au SMIC et encore, je suis généreuse parce qu'il y en a, elles s'en sortent qu'à 800 ou 1 000 € par mois. En dessous du SMIC, je trouve honteux qu'il y ait encore des gens qui puissent être payés en dessous du SMIC d'ailleurs. Et puis, elle passe la frontière de l'autre côté. Mais chaque année, on parle du salaire. Chaque année, on l'augmente suivant les coûts de la vie. Mais pas en France. Donc, quand vous êtes femme de ménage en Suisse, vous gagnez de 3 000 à 4 000 € par mois. Et c'est normal, et c'est pareil en Allemagne. Donc ici, moi, je trouve qu'on a appauvri les Français. Et ce social-libéralisme, ça me gêne. Voilà. Et je n'arrive plus à voter à cause de ça, parce que je trouve que ça ne défend plus les intérêts. Et on fait toujours sur les pauvres. C'est les pauvres et les Arabes. Mais moi, je suis désolée. Combien on donne aux entreprises ? Est-ce que quelqu'un peut me donner le chiffre ? Moi, ceux qui sont soutenus en France, c'est les grosses boîtes. C'est les Total et compagnie. Ils touchent combien, eux ? C'est par milliards. Moi, j'avais un chiffre à un moment donné, mais je ne suis plus parce que ça me dégoûte. C'était 450 millions pour le RSA et RMI. Je crois que c'est à peu près la même chose. Et c'était déjà 25 milliards pour les entreprises. On en est à combien maintenant ? Il me semble que ça dépasse les 400. Alors, par contre, pas les petites boîtes. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas organisés. Et j'entends tous les gens qui disent « Oui, je me débrouille de mon côté, je fais tout seul ». On ne fait plus ensemble. Or, c'est la force, c'est d'être nombreux. Parce que je vais vous dire, les pauvres, ils sont nombreux en France. Ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, si les gens se mettent ensemble, ils n'ont plus envie de se battre parce que les partis, on n'a pas l'impression qu'ils nous défendent. Les partis, ils défendent leur parti pour avoir ensuite les financements. C'est ça qu'on ressent en tant que citoyen. Et c'est pas en tant que d'être pris en compte. Voilà. Merci beaucoup, madame. Allez-y, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Patrick, 51 ans. Et en fait, moi, j'ai écouté tout le monde. Effectivement, si on est chef d'entreprise, on va revendiquer trop de charges.
Si on est étudiant, on va revendiquer qu'il n'y a pas assez d'aide. Si on est... voilà. Moi, je pense que déjà les Français, on a notre destin en main. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, vraiment. Voilà. Et malheureusement, nous ne sommes pas les seuls. Et les politiques aussi ont un rôle, je crois, aussi important que nous à jouer. Sur clarifier tout ce qui nous est prélevé. Où va notre argent ? Les programmes, bien souvent. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, oui, ce programme, on va vraiment pouvoir le suivre ? Parce que vous avez des contraintes aussi qu'on ne connaît pas, des contraintes européennes, des contraintes mondiales, des contraintes économiques. Et ça, c'est bien un programme. Super, une feuille A4, recto verso. Donc nous, on le lit avant de voter. J'ai voté droite, gauche, centre, je ne sais pas cette année. Et puis, finalement, il y a quoi qui reste du programme ? Pas grand-chose. Parce que ça reste un bout de papier. Et je sais que, je m'en doute, que vous, en tant qu'homme politique, vous avez énormément de contraintes. Et ce serait peut-être bien d'en faire part aux Français. Et qu'on mette tout à plat. Et oui, ça, effectivement, on ne va pas pouvoir le mettre en place. Parce que, on parle d'écologie. En France, on ne fait pas d'écologie. On fait de la politique. Je suis désolé. Les éoliennes, c'est pas bien. Les usines marémotrices, ah non, là, ça. Pour la flore et la faune, c'est pas bon. Le nucléaire, si demain on n'a plus de nucléaire, on va tous pédaler. Hein. Je sais pas, je suis pas un spécialiste du nucléaire, mais j'ai l'impression que si on ferme nos centrales nucléaires, c'est pour rouvrir les usines à charbon qui vont polluer plus. Et puis on aura de l'électricité peut-être une demi-heure par jour. Vous avez le sentiment que sur les différents problèmes que vous soulevez, et notamment le problème de la politique, c'est possible de changer les choses ? La politique, elle peut changer les choses aujourd'hui ? Comme j'ai dit, nous, Français, on a une part de responsabilité. Mais vous, hommes politiques, vous avez votre part à faire. Hein. Je veux dire, on pourra. Nous, si vous changez pas, vous voyez bien à travers des reportages, même des gens qui s'expriment là, vous voyez bien les Français attendent un changement de nos hommes politiques et de la politique en général. Donc, si nous, on est prêts à faire des efforts, peut-être encore des efforts, mais si vous, les hommes politiques, ne faites pas d'efforts, on n'y arrivera jamais. C'est comme tout, si quelqu'un n'a pas envie de s'en sortir, on a beau injecter, alors j'entendais dans les quartiers, effectivement qu'il y a des problèmes dans les quartiers. Moi je ne suis pas issu d'un quartier, j'ai fréquenté les quartiers, j'ai eu des copains de toutes les nationalités. Mais il y en a qui s'en sont sortis, il y en a qui s'en sortiront jamais parce qu'ils n'ont pas envie de s'en sortir. Voilà, donc nous si en France on n'a pas envie de s'en sortir, on s'en sortira jamais. Et puis le clivage droite-gauche, droite-gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, moi j'en peux plus. Je sais pas, est-ce qu'un jour vous arriverez à travailler ensemble ? On vous donne, quand on vote, on vous donne une procuration. Vous représentez les Français. Moi, je me bats pas toutes les 5 minutes avec mon voisin, même si j'ai pas les mêmes idées que lui. Et à un moment, je lui dis, écoute, regarde ta clôture, peut-être qu'on peut la faire comme ça, ce sera bien. Ah ouais, t'as raison, on se serre la main, on fait une clôture. Et puis, alors c'est sûr qu'on peut pas gérer la France comme une clôture. Mais est-ce qu'il y a un moment, vous n'allez pas pouvoir vous asseoir ? Moi, quand je regardais, plus jeune, je regardais les débats de l'Assemblée nationale. Je ne regarde plus les débats de l'Assemblée nationale. On vient en short, en tongs, un drapeau de l'OM, un machin. Moi, c'est pas ça que j'attends de la classe politique. C'est un dress code, c'est vous représentez les Français. Donc, action, représentez les Français et comme ils le veulent. Pas comme vous l'entendez. Merci beaucoup. Peut-être, Olivier Faure, je crois que vous êtes assez directement interpellé depuis là, et puis aussi, comment vous réagissez à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Vous regrettez pas d'avoir donné le micro aux Françaises et aux Français ? Non, franchement pas. Franchement pas, et je trouve vos témoignages très forts. Alors j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de prendre la parole maintenant. Je préférais qu'on puisse continuer, vous écouter, parce que je trouve que c'est effectivement très fort, et j'aurais envie à la fin de... Alors on a... Normalement la règle du jeu c'est qu'on parle très très peu, justement pour vous écouter, et le 22 mars, on aura là un moment de restitution à Toulouse où on va essayer de dire ce qu'on a compris de ce que vous nous disiez. Mais là, j'aimerais peut-être me taire encore et à la fin peut-être vous dire un mot, pas long pour que vous ne soyez pas saoulés, et puis plus tard, j'aurai à raconter un peu. Mais je commence au bout de 6 ou 7 réunions, je vois ce qui est récurrent, je vois effectivement ce qu'on me dit à chaque rencontre,
Et ce qui est très important, c'est aussi que vous avez tous fait le choix de vous exprimer très librement. Et souvent, vous avez raison de dire qu'on est dans une bulle, parce qu'on est dans une bulle à l'Assemblée, on est dans une bulle aussi parce que les gens qu'on rencontre sont souvent les gens qui viennent naturellement nous parler. Et qui viennent naturellement nous parler? Les gens qui nous apprécient. Et donc, moi, dans la rue, les gens qui m'arrêtent, c'est rarement pour me dire « t'es un sale con ». Les gens qui m'arrêtent, c'est pour me dire « j'adore ce que vous faites ». Alors, évidemment, je rentre chez moi, j'ai l'impression que tout le monde m'adore. Et puis après, je m'aperçois qu'aux élections, ça ne donne pas la même chose. Donc, je vois bien qu'il y a un décalage. Et ce décalage, vous l'exprimez très bien, avec vos contradictions aussi, parce que vous êtes aussi différents. Et d'un micro à l'autre, on entend des choses qui sont parfois totalement opposées. Mais je vais vous dire tout à l'heure ce que je crois que nous pouvons faire, y compris à partir de ce que vous nous dites et qui est parfois contradictoire. Mais je me réserve, je vous écoute encore. Oui, au fond. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Oui, bonjour. Gomis Lys, je suis responsable d'équipe dans un réseau de transport et éducateur sportif. Donc, moi, j'ai été contacté par Vincent, journaliste. Et c'est vrai que de suite, je lui ai dit que je sens que la France part un peu à la dérive parce qu'on perd tout ce tissu social qu'on a connu en étant jeune. On ne donne plus les moyens aux associations de travailler dans de bonnes conditions. Nous étant jeunes, quand on côtoyait les associations, on arrivait à faire des sorties, à voyager, à faire des classes de neige, des classes vertes. Et aujourd'hui, quand on regarde notre jeunesse, ils errent dans les rues, les associations n'ont plus les moyens de travailler, et c'est de pire en pire. Vous l'attribuez à quoi, ça? Encore à nos gouvernements qui se sont succédés. Comme ça a été dit tout à l'heure, on a l'impression qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et qui sont surtout pas exemplaires, parce que quand on regarde ce qui se passe à la télé, oui, il y a des gens qui trichent sur le RSA, sur les aides, mais les premiers voleurs, c'est ceux qui sont en col blanc et qui volent à hauteur de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. Et cela, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle toujours du petit voleur qui a triché, qui a gagné 200, 300 euros ou qui a gratté 1000 euros. Mais ce n'est pas les plus gros voleurs. Mais vous pensez que ce problème-là dont vous parlez, on peut changer les choses? On peut changer les choses s'il y a une prise de conscience des hautes sphères, comme on dit. Ces réunions, c'est très bien, mais à la sortie, est-ce que ce qu'on dit, ça va être mis sur la table et vraiment être traité? Est-ce que ça va remonter et être mis en place? C'est toutes ces questions qu'on se pose. Merci, monsieur. Oui, bonsoir. Allez-y, allez-y. Bonsoir, je suis Noura Parlez bien dans le micro. Je suis Noura El Amrouni, j'ai 44 ans, je suis enseignante en lycée professionnel. Et moi, la France, je l'aime et je ne la quitterai jamais. Parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Je suis le pur produit de l'école de la République. Et aujourd'hui, le constat que je dresse est amer. Alors j'ai pris quelques notes. Le niveau des élèves est catastrophique. Et ça, c'est dû... Attendez, je vous amène un autre micro parce que celui-là fonctionne mal. Donc je suis triste de constater que des élèves qui entrent en seconde savent à peine lire et écrire. Et ça, c'est dû à des méthodes d'enseignement moins structurées, moins exigeantes, moins d'exigences aussi sur l'orthographe et la grammaire, moins d'heures de maths et de français, des programmes et des classes surchargées, une mixité sociale qui se réduit comme peau de chagrin, des inégalités sociales qui s'aggravent, et une pénurie de profs et une formation insuffisante car le métier n'attire plus.
Moi, si j'ai voulu rendre l'appareil, c'est parce que j'ai connu au CP Madame Fantino, au CM1 Monsieur Gaston et au CM2 Monsieur Laruffa, et j'en passe, et voilà, la liste est beaucoup trop longue. Donc il y a un véritable chantier à ouvrir concernant l'école, parce que qu'est-ce qu'on veut en fait pour nos jeunes aujourd'hui? On veut faire des jeunes qui sont capables de consommer de tout le temps d'être dans la consommation, ou de former de futurs citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes. Et la question que je me pose aussi, c'est comment en fait on peut réfléchir sur le monde qui nous entoure quand en fait on ne lit pas et qu'on ne s'intéresse pas au monde qui nous entoure, et qu'on ne pense qu'à ses écrans et à sa façon de consommer. Juste sur ce sujet de l'école, on a une dame dans le film qui en parle explicitement et qui dit ça passera pas juste par augmenter 3 francs 6 sous et rajouter 1 heure de maths. Non, pour reprendre une expression, là il y a un chantier, il faut rénover de la cave au grenier. Donc, et on fait ça comment, avec qui? C'est énorme comme... Là, il y a des états généraux à ouvrir sur l'éducation nationale en France, pour pouvoir donner envie à nos jeunes de poursuivre des études. Je rejoins le constat de Charlotte. Moi, j'ai grandi à Nice, dans le quartier sensible de l'Ariane. J'ai dû contourner, en fait, j'ai dû prendre la LV3 arabe pour pouvoir entrer au lycée Masséna, un des lycées les plus prestigieux de Nice, parce que je savais très tôt en fait qu'il y avait 2 écoles, l'école du ghetto et l'école des beaux quartiers. Donc ça, c'est un constat qui est fait depuis plus de 30 ans. Mais ça, vous le dites, ce constat, il est fait depuis plus de 30 ans. Oui. Comment ça se fait que ça ne change pas? Moi, j'ai l'impression que... il y a une volonté, alors je ne sais pas quelle est la volonté, mais on assiste à un sabotage en bonne et due forme de l'école. Je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà. Merci beaucoup, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors je ne savais pas trop ce que je voulais dire quand je suis arrivé ici, et je ne savais pas si j'avais vraiment ma place. Maintenant, je sais très bien que oui. Et après, en écoutant tout le monde, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop de choses que je veux dire, je veux parler trop de sujets en même temps. Pardon, mais vous êtes qui? Voilà, je suis un étudiant. Et en fait, je vis à 10 heures de chez mes parents, en train, d'ici. Donc vraiment, c'est genre l'inconnu, ici, chez moi. Enfin, c'est pas chez moi, du coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Parce que je veux parler trop de choses. Et puis, en fait, j'ai regardé mes mains. Et je me suis dit, mais en fait, ok, je vais parler de moi. Parce qu'en fait, ce qui est important pour ma main, c'est pas ma main, mais c'est mon gant. Alors, c'est un peu bizarre. Mais en fait, si vous regardez, bon, c'est un gant, tout ce qu'il y a de plus normal, mais en fait, il est un peu petit. Et puis, il est troué. Et en fait, pourquoi il est troué? Parce qu'en fait, ce gant, ça fait 8 ans que je l'ai. Et j'ai pas l'argent pour m'acheter un autre gant, par exemple. Mais ça peut paraître bête, comme ça. Mais en fait, toute ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que je survis et on est plein à survivre comme ça. Et pourquoi? Mais pour tellement de raisons, et c'est ça qui est très compliqué aussi à expliquer, c'est que, vous voyez, même ce pull-là, il est tout sale parce qu'en fait, j'ai pas moyen de m'acheter un autre pull. Ce pantalon-là, c'est mon père qui me l'a acheté il y a 2 ans. Il a plein de traces dessus, je peux pas le remplacer. Il y a plein de choses comme ça. Je fais des études qui me plaisent. Néanmoins, je suis obligé d'aller travailler tous les week-ends pour tout simplement payer mon logement, payer ma nourriture. Il y a mon petit frère qui est venu en vacances ici. J'en suis très, 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 très heureux. Ça me fait beaucoup de bien. Et en fait... vous voyez, j'ai passé toutes mes vacances depuis le début de l'année à travailler en temps plein, là où je travaille les week-ends, pour qu'ils puissent venir, pour pouvoir les payer quelques trucs. Et en fait, c'est super important. Et en fait, c'est important d'aider les gens, en fait, qui sont pas forcément que dans ma position moi, mais d'aider les personnes qui sont vraiment dans la difficulté. Parce que même si je suis pas forcément la personne qui est la plus en difficulté de toute ma vie, parce que j'ai quand même des études, ça, j'en suis vraiment conscient. Mais il y a vraiment des gens qui sont encore plus bas que moi, et c'est très compliqué pour ces gens-là, parce que on fait toujours que dire que oui, les Français sont fainéants. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont fainéants, c'est qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller parce qu'on ne leur dit pas comment ils peuvent faire pour se débrouiller. Il y a un problème de communication, et la communication, c'est la chose qui arrive à toutes et tous nous unir. Et aujourd'hui, il y a un gros problème de communication dans ce pays, et entre les gens, et pour plein de raisons, que ce soit les politiques, les réseaux sociaux, qui pourtant sont là pour nous unir, mais qui nous désunissent par des politiques et des stratégies qui créent ça. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, on est totalement déstabilisés, on est tous, on
on n'est pas associés ensemble, mais on est ennemis en fait. On se parle et on s'insulte et c'est super compliqué. C'est pour ça que parler ici c'est super. Désolé, je finis. C'est pour ça que parler ici c'est super important parce qu'en fait on arrive à s'entendre sans s'engueuler et pardon oui, je devrais peut-être me tourner. Et en fait voilà, c'est vraiment super important. Il y a à côté de moi un dirigeant politique national de ce pays. Vous avez envie de dire quoi aux dirigeants politiques de ce pays ? Qui viennent travailler avec moi. Non mais honnêtement, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ces personnes-là, je ne sais pas pour tout le monde, je ne connais pas la vie de toutes les personnes politiques, mais honnêtement, celles que je vois à la télé, celles que je vois, même dans mes cauchemars tellement j'en vois. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces personnes que je vois, j'ai l'impression qu'elles sont sur leur petit palais, et que en réalité, toutes les personnes qui sont en dessous, ils disent oui, vous inquiétez pas, on va se débrouiller, on va faire en sorte que vous viviez mieux. Mais pour eux, par exemple, une femme qui travaille et qui arrive pas à survivre ou quasiment pas, pour eux, c'est pas une personne, c'est juste un concept. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, c'est des réelles personnes qui vivent et qu'elles ont le droit, elles aussi, et je le redis ce mot, à la dignité. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup. Alors, il est 20h40. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont en train de sortir parce qu'on avait dit qu'on terminait à 20h30 et ce débat est passionnant, mais il faut, comme tout débat, savoir terminer un débat. Donc, ce que je vous propose, c'est on prend encore 3-4 interventions et puis on reviendra vers Olivier Faure pour un mot de conclusion. Et je vous inviterai à être efficace dans vos prises de parole. Allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je voudrais un peu... Alors, je me présente, je m'appelle Bouchra Reano. Je suis conseillère municipale et à côté de ça, je suis enseignante. Et c'est surtout cette partie-là que je vais aborder avec vous. Je rejoins ce que disait la dame. Effectivement, je suis enseignante et je réalise tous les jours que notre système est devenu inégalitaire. Nous avons une égalité de droit, mais nous n'avons plus une égalité de chance. Alors, bien sûr, c'est pas partout. Chez nous, on sait très bien que nos jeunes auront très peu de chances d'être pris dans les grandes écoles, par exemple parisiennes. Quand on va à Paris, quand on a la chance d'aller dans leurs écoles, on se rend compte qu'ils font des battles en allemand pendant la cour de récréation. Et les nôtres, c'est de la bienveillance. Bon, c'est pas grave. Mon Dieu, tu sais pas écrire le mot, tu sais pas écrire ton prénom. C'est pas grave, ça va aller. Donc, on accède vraiment sur un système inégalitaire. Alors que c'est dommage parce que nos jeunes sont très intelligents. Ils nous posent des questions. Charlotte disait tout à l'heure, elle ne comprenait pas effectivement pourquoi des jeunes ne s'engagent pas. Moi, j'ai des jeunes qui s'engagent, mais du coup, ils s'engagent vers le RN, ils s'engagent dans les extrêmes. Et j'assiste en fait à des combats dans les classes. C'est un truc de fou entre gens. Et par contre, on me demandait tout à l'heure comment faire. Ben moi, je dirais déjà en étant cohérent. Nos hommes politiques ne sont pas cohérents. On passe notre temps à parler de, oui, ceux qui vont voler le RSA. En période de crise, pour moi, un homme qui paye un siège avec notre argent, 35 000 €, c'est un problème. Un Gérard Depardieu qui s'en va ailleurs, c'est un problème. Et j'en ai rien à faire, que ce soit un artiste en France ou pas, j'en ai rien à faire. Quand on parle de violence, on est en train de parler à nos enfants de violence, on parle à nos jeunes, les violences faites aux femmes, et nous avons des artistes qui violent, et on dit, non mais les pauvres, distinguons l'artiste de l'homme. Non, on ne distingue rien du tout. On parle à nos jeunes de l'écologie et on fait la réunion de l'écologie à Dubaï. Alors c'est vrai, Dubaï c'est connu pour être le pays de l'écologie. On passe notre temps à dire arrêtez d'être raciste. On a BFM, C8, on est en train un débat. Alors que le CSA, c'est justement, il est là pour dire aux gens, je suis là pour surveiller. Le CSA dit quelque chose et on est sur la liberté d'expression de ce pauvre Cyril Hanouna. En fait, nous ne sommes pas cohérents. Nous autres politiciens, nous perdons nos jeunes. Et on essaie de leur dire, voilà, soyez cohérents, mais nous ne le sommes pas. La laïcité, monsieur parlait de laïcité. La laïcité, je suis désolée, on l'enseigne à l'école, c'est de permettre à tout un chacun de vivre sa religion dans le respect de la République. Quand on regarde la télé, je vous promets, même mon ex-mari, je suis d'origine maghrébine, je suis moitié marocaine, même mon ex-mari, il s'est cassé le pied, il a regardé BFM, il avait que ça à faire, il est devenu raciste. Il a fallu lui dire, attends, excuse-moi, tu ne peux pas... C'était avant ou après devenir votre ex-mari? Ah bah c'était... Mon ex-mari, je lui ai dit, rappelle-toi, tu as des enfants arabes, tu ne peux pas être raciste. Voilà. Merci madame.
Allez-y. Bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt. Moi c'est Merwan, j'ai 21 ans, je suis étudiant comme mes amis ici. Et moi je vais essayer de vous parler un peu de la jeunesse parce que c'est quelque chose que je connais, voilà. Moi je suis né en 2003 et donc on a beaucoup parlé de la France d'avant, où il y avait un bon vivre ensemble, on arrivait à s'entendre. En fait moi je n'ai pas connu ça, voilà. Moi en 2003 il y avait la guerre en Irak, peut-être, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que notre jeunesse, nous, on vit dans un monde où on allume la télé, on voit les infos et comme vous, on est un peu saturé d'informations négatives, quoi. On n'a pas forcément de bonnes ambitions pour la suite. À la question, toi, je vais faire quoi plus tard? Et moi, je réponds, ouais, c'est ça, ouais. Et pourtant, moi, je suis étudiant en master, en études politiques en plus, donc c'est vraiment dans le thème. Et pourtant, je suis pas forcément le plus décidé. Et c'est quelque chose qui est, je pense, très répandu chez la jeunesse. Et ça s'explique parce que on n'est plus entendu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on partage beaucoup ici. C'est que le système politique nous donne plus l'impression qu'on a du pouvoir. Et pourtant, c'est faux. Parce que les élections, c'est le principe même de l'élection. C'est-à-dire de permettre à un peuple souverain d'exercer sa souveraineté. Oui, en même temps, tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui disait on vote, on change, et ça change rien à la fin. Donc en fait, peuple souverain, peut-être je vous redonne le micro, mais je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, quoi. En gros, qu'à un moment donné, le peuple est souverain de changer de vote, mais il est aussi souverain de constater que ça change rien, quoi. Je répondrai à cela que les politiques c'est bien, mais il n'y a pas que les politiques. Et par cela, je veux dire qu'il y a tout le milieu associatif. Il y a plein de façons autres que la politique de changer une société. On ne peut pas juste se dire je vais voter et peut-être ça va s'améliorer, peut-être par magie. On va une réforme, une loi qui va être votée. Moi, je pense que c'est un peu illusoire de penser que juste notre vote pourrait faire changer les choses, même si le vote c'est très important. Ça, je ne le redis pas, mais je pense qu'il faut aussi penser au-delà du système politique. Merci. Alors, une dernière intervention. Allez-y, madame. Bonsoir. Vous avez un peu de pression, hein, c'est la dernière. Ouais, ça va. Bonsoir. Je suis Nathalie, j'ai 52 ans. Ça fait 21 ans que je suis agricultrice à Hyères. Et d'année en année, en fait, je meurs. Voilà. Il paraît que je nourris la France. C'est pas la France qui me nourrit. Elle est plutôt en train de me faire crever la bouche ouverte. Heureusement que je suis productrice, comme ça je peux toujours manger ce que je produis quand je ne les vends pas, ce qui est plutôt pas mal. J'ai une fille de 19 ans qui ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Elle me dit ouais, il y a des trucs intéressants, mais bon. Alors moi je pense que les politiques, les très hauts, ceux qui sont bien hauts, c'est ceux qui croquent, et eux ils vont vachement bien. Ils ont des super salaires, ils cumulent des tas de machins, de trucs. Et quand on fait le calcul de ce qu'ils gagnent par mois, c'est à peu près 100 fois plus que ce que je gagne moi-même, ou même dans tout un tas d'autres gens. Si je fais le calcul de mon salaire, je fais quoi, 600, 700 euros par mois? Ah oui, j'ai la chance, je vis sur mon terrain, je paye pas de loyer, minimum, voilà. Je mange ce que je produis, ouais c'est bien, super. Mais on vit tous au minimum, et on est tous, et pareil, je nourris la France. On m'a adulé pendant le Covid. J'ai jamais autant travaillé de ma vie pendant 2 mois. Je vivais plus dans ma maison. Je passais mon temps à livrer partout autour de nous. Covid est parti, hein. Enfin, il est toujours là, mais bon, bref. Hein. Et puis ça y est, tous ces gens-là, ils nous ont oubliés et on rame de nouveau. Voilà, c'est la première année où j'ai fait un super chiffre. Les impôts, ils m'ont trouvé, hein. Bing. Aussi la MSA m'a trouvé. Bing. Bon, j'ai dit, ouais, puisque c'est comme ça, on fait des bons chiffres. Et on arrive tout juste, on est super content. En fait, ça sert à rien. Ce que j'ai gagné, je l'ai perdu, je l'ai redonné. Donc, moi, je suis contrôlée. Je travaille en bio, donc je suis contrôlée pour que je travaille proprement. Je suis contrôlée par l'État pour que je fasse des déclarations correctes et que je fasse pas trop de blagues. Surtout pas trop. Donc, on est tous en train de vivoter.
On se bat pas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, hein, parce qu'il faut bosser pour bouffer. Donc aller pleurer dans la rue, qu'on meurt de faim, c'est bien gentil, mais en attendant, il n'y a personne qui remplit mon assiette, hein, parce qu'il n'y a que moi qui me remplit mon assiette, et personne d'autre. Je suis célibataire avec une enfant, basta. Donc, et c'est ça qu'on nous donne comme avenir à nos enfants. Moi, je lui dis, si tu as envie de partir, mais vas-y, hein, essaye d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je suis pas sûre que ce soit mieux, que ce soit pire, ça dépend où on va, mais voilà. Se battre, ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi et comment? Et les gens, voilà, les politiques, déjà, les très très hauts, il faudrait qu'ils se regardent en face, qu'ils regardent ce qu'ils ont sur leur compte en banque, qui vont nourrir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, avec tout ce qu'ils ont cumulé comme argent. Où on me demande tout soit contrôlé, vérifié, surveillé. Pas de bol, j'ai fait une erreur sur ma déclaration d'impôt, je dois leur rembourser 1 000 €. Je sais pas comment je vais faire. Ils vont se servir, si j'arrive à trouver quelque chose sur mon compte en banque, en fait, parce que y a rien, en fait. Hein. Donc je vais me retrouver dans la mouise pour 1 000 €. Donc, et puis c'est bien gentil d'aller taper pour des aides sociales et tout. Mais à un moment donné, j'ai un travail, merde. Pourquoi je serais obligé d'aller encore plus demander des aides sociales pour bouffer? C'est quand même incroyable. Vous avez l'impression que les choses peuvent changer? Ah bah ouais, mais il y a du taf. Hein. Il y a grave de taf. Hein. Va falloir s'y mettre, les gars. Déjà, là-haut, là, qu'ils se regardent un peu en face. Vraiment. Vraiment. Cumuler les mandats, cumuler le pognon, ça va pas. Moi, je fais une erreur, je paye cash. Eux, on a une facture, vraiment, de ce qui est consommé, de ce que la France leur donne, de ce que tous ces gens qui bossent, toutes ces petites entreprises qui bossent, qui donnent de l'argent, qui payent des impôts. Ouais, on peut être fier de payer des impôts. Déjà, quand j'en paye, je fais ouais, super. Ouais, ouais, mais tu bouffes pas. Tu bouffes pas, tu fais rien, tu prends pas de vacances. Je suis agricultrice. En 21 ans, allez, si j'ai pris 2 mois de vacances, en 21 ans, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Se faire remplacer, c'est compliqué. Ça fait 20 ans que je forme des jeunes. Pareil, hein, ils veulent tous devenir agriculteurs, ça a l'air génial. Sur la totalité que j'ai formée, il y en a peut-être 10 qui se sont installés sur une trentaine de personnes. 10, et c'est le bout du monde. Trouvent pas de terre, ça coûte un bras d'acheter une terre. Maintenant, la nouvelle politique, c'est que les agriculteurs n'ont plus le droit de construire une habitation sur leur exploitation. Donc en plus, ils doivent aller vivre ailleurs, payer des loyers, des frais de route. Non, mais à un moment donné, faut se réveiller, les gars, là. Faut se réveiller. On va tous crever et on peut pas aller se battre dans la rue. Parce que si on va se battre, on bouffe pas. On est d'accord ou pas? Merci beaucoup, madame. Olivier Faure. Je vous passe le micro pour un mot de conclusion. Oui, juste... Attendez, on vous amène un micro. Attendez, madame. Une vraie démocratie, on a le droit de parler. Merci, madame. Oui, je voulais juste dire que je ne vais pas faire un plaidoyer pour les politiques et il y a beaucoup de torts qui peuvent nous être reprochés, mais simplement vous dire qu'il y a aussi une image d'Épinal qui est l'homme ou la femme politique qui croque. Vous avez dit qu'il gagne 100 fois plus que vous, qui sont très différents de vous. Il se trouve, madame, que vous avez ici, à ma droite, Marie-Jo Allemand, qui est éleveur et qui est devenue députée il y a quelques mois et qui a vécu et qui continue à vivre la même chose puisque son exploitation n'a pas disparu. Il y a son fils qui est dessus maintenant. Et donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas non plus croire, même s'il y a des erreurs, même s'il y a beaucoup de choses qui se font mal, peut-être qu'on ne comprend pas toujours, et c'est pour ça qu'on a engagé cette démarche, mais ne croyez pas non plus qu'il n'y a que des gens qui sont là qui viennent de nulle part. Les gens qui deviennent députés un jour, avant d'être députés, ils avaient un métier. Et ils vivaient comme vous et moi. Et souvent, ce que je raconte, c'est que moi, toutes les semaines, j'ai 4 enfants, je dois les nourrir, je vais faire mes courses. Et au début, les gens étaient très surpris de voir leur député qui fait ses courses.
Maintenant, ils ne le sont plus parce qu'ils savent où j'habite, ils savent ce que je vis, ils connaissent ma famille. Et donc, on n'est pas extérieur au monde dans lequel nous vivons tous. Voilà. Donc, c'était juste ce point. Je voulais juste le dire quand même pour que vous ne gardiez pas cette image-là de politique tellement éloignée. Après, on fait des erreurs. Et là, je voudrais y revenir. Je ne sais pas si Marie-Jo, tu voulais dire un mot peut-être par rapport à ça. Mais une seconde, vas-y. Une seconde parce qu'on a largement débordé. Donc moi, je suis un peu comme vous. Moi, je suis agricultrice. On essaye de sortir un salaire pour notre fils. Enfin, un salaire, 1 000 €. Hein. Faut pas déconner non plus. Voilà, on essaye de sortir un peu d'argent pour lui tous les mois. On ne prend pas avec mon conjoint de rémunération parce que c'est d'abord lui, parce qu'il est jeune, qu'il en a besoin et qu'il faut qu'il nourrisse aussi sa famille. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai fait comme vous. Je me suis battue pour sauver mon école. J'étais rien, hein, je n'avais rien demandé à personne. Je me suis battue pour sauver mon école dans mon quartier. J'ai même fait la grève de la faim, j'étais comme ça, voilà. Donc ça n'a pas duré, hein, ça a duré 2 heures parce que le préfet a dit oulala, oulala, ça va mal se passer. Donc voilà, je me suis battue pour produire de la qualité. J'avais 19 ans quand on a commencé à créer un label rouge dans notre petit microcosme sur l'agneau de Sisteron. On nous a pris pour des fous, puis après on nous a dit qu'on était vraiment fous. Puis finalement, aujourd'hui, tout le monde dit que les produits de niche, il faut y travailler parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que croyez pas que, comme l'a dit Olivier, on est tous des pourris. Parce que moi, je vais d'abord et avant tout à l'Assemblée nationale parce que j'ai envie de défendre nos idées. J'en ai marre aussi de faire 150 bornes pour aller me faire soigner. Voilà, j'estime qu'on a... on a quelque chose à faire, à prendre à bras le corps. Si on ne veut pas se sauver, il n'y a personne qui nous sauvera. Hein. Et on décidera pour nous. Et donc, moi, j'ai choisi de me battre pour vous, pour nous, très égoïstement pour moi-même aussi. Et je suis une femme aussi, et c'est compliqué aussi la vie politique, mais voilà, je pense que je n'ai pas à rougir de mes 6 mois, 8 mois de mandat. Quand les élections sont arrivées, j'ai dit à Olivier, écoute, moi je veux bien aller porter la voix des agriculteurs à l'Assemblée nationale. Si tu me fais confiance, on peut gagner, parce que ça fait 35 ans que je me bats dans mon quartier, un peu comme vous, pour essayer de faire avancer les choses. Et si on ne se bat pas nous-mêmes pour nous et relever la tête, les jeunes, on peut travailler, on peut y arriver. Et les jeunes, vous devez aussi vous prendre en main, aller défendre vos idées. Et puis, si votre maire il fait pas ce que vous avez envie, il faut aller sonner chez lui et puis lui dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous n'êtes toujours pas d'accord et que tant que vous n'obtiendrez pas quelque chose, vous ne serez pas d'accord. Il faut se battre pour ce qu'on croit et pour nos idées. Et c'est important. Et voilà, je ne veux pas en dire plus, mais moi j'y vais. Ah oui, mais là, je ne peux pas, madame. Le problème, c'est que, voilà, exactement, quand on ne gagne pas assez, comme madame, on ne gagne pas assez. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on a été très bien pendant le Covid, on avait besoin de nous, mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions que vous avez parfois posées, puisque autrement on en a pour quelques heures, et qu'on doit avoir cette rencontre plus tard à Toulouse où on va essayer de proposer les premières pistes. Mais ce soir, quand même, je voudrais vous dire, parce que d'abord, je vous ai trouvé souvent émouvant et des témoignages qui étaient très puissants. Pas tous forcément agréables à entendre, mais ce que vous avez dit était très fort. Et moi, ce que j'ai retenu cette soirée, c'est d'abord qu'il y a ceux qui ont connu Rokhaya, la France d'avant, qu'on a aimé, et puis celles et ceux qui disent on l'a aimé, on l'aime moins, on l'aime plus, ceux qui disent on l'a jamais connu. Mais il y a quand même quelque chose qui revient tout le temps, c'est que tout le monde se réfère au même modèle. Il y a quand même l'idée de cette France républicaine qui inspire. Il y a l'aspiration à une vie digne pour tous qui me semble être très partagée. Avec en même temps le sentiment que la promesse républicaine, elle n'est pas tenue, pas partout.
qu'on a des ghettos, qu'on a des écoles de riches, des écoles de pauvres, des endroits où on est enfermé, comme ce que vous avez raconté sur votre quartier, madame, et des endroits où on vit libre, mais une liberté surveillée pour les uns, plus ouverte pour les autres. La liberté, ce que vous disiez tout à l'heure, vous, madame, c'était que c'était celle du loup dans le poulailler. Oui, c'est à vous que je parle parce que j'ai oublié, j'ai noté vos noms, mais enfin, voilà. Et donc, il y a aussi des contradictions entre nous, disons les choses. Entre ce que Stéphane a pu dire au début, ce que madame, qui est kinésithérapeute, a pu dire. Il y a ceux qui pensent qu'ils payent trop, ceux qui pensent qu'ils ne reçoivent pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et moi j'ai le sentiment que si on a les mêmes valeurs, si on a les mêmes principes, si on a les mêmes repères, mais qu'en même temps il y a quelque chose qui n'a pas communiqué entre nous, c'est qu'il faut commencer par là. Et ce que j'ai observé dans chaque réunion que nous avons organisée, c'est que ce n'était pas tellement ce que nous disions nous qui était important, mais c'est ce que les gens comprenaient les uns des autres. Et souvent, les gens, à l'issue, venaient me voir en me disant, c'était intéressant parce que moi, je ne savais pas que machin vit comme ça. Je ne savais pas que l'agricultrice, elle a que 700 € par mois. Je ne savais pas que l'étudiant, il doit travailler à côté pour pouvoir faire ses études. Je ne savais pas que quand on était sur tel ou tel boulot, on n'arrive pas à vivre. Et puis d'autres qui disaient, mais je ne savais pas que celui que je pensais pour un grand patron, en réalité, lui aussi, il a du mal. Alors, à un moment, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est remettre à plat le millefeuille. Il y a trop de choses qui se sont empilées depuis trop longtemps. Ça fait trop d'années, trop de décennies que nous empilons les mesures les unes après les autres et que plus personne ne les comprend. Il y a ceux qui pensent qu'ils payent trop d'impôts, ceux qui payent ceux qui pensent, enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc je vois à chaque fois le trop ou le trop peu sur l'éducation, sur la fiscalité, sur les cotisations. Bref, on ne comprend plus rien. Et moi je crois qu'il y a un moment où quand on ne comprend plus rien, on ne peut plus adhérer à un système qu'on ne comprend pas. Et donc il va falloir qu'à un moment on se dise combien on met sur les retraites, combien on est prêt à mettre sur la maladie, combien on est prêt à mettre sur le chômage, quel est le système auquel on veut adhérer. Parce que tout retour dans notre vie, on est d'abord un enfant qui veut être éduqué, ensuite on est un travailleur qui veut gagner le plus possible, puis après on est un retraité qui veut une bonne retraite, puis on est peut-être après à l'âge de la dépendance où on veut être accompagné. Et à chaque étape de notre vie, on demande des choses différentes et on demande au fond à l'État et aux politiques de tout résoudre. Et on n'est pas forcément prêt à n'importe quoi. Alors, cette question-là, il faut qu'on se la pose ensemble. À quoi on est prêt? À quoi on est disposé? Parce que notre système, il est un système assez unique au monde. Hein. C'est vrai que, tout à l'heure, madame, vous racontiez ce qui se passe aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on gagne mieux sa vie, on a un net à la fin du mois, il est plus élevé. Sauf qu'il faut payer l'éducation des enfants, sauf qu'il faut payer le médecin, sauf qu'il faut payer l'hôpital, sauf qu'il faut payer sa propre retraite, sauf qu'en gros, il faut tout payer. Et à la fin, la réalité, c'est qu'on paye beaucoup plus dans ce système-là que dans le nôtre. Et donc, est-ce que ce système-là, on y tient finalement? Ou est-ce qu'on se dit, non, on préfère être américain? Cette question-là, elle doit être posée. C'est quoi notre identité? Puisqu'on en est beaucoup à parler de l'identité de la France. C'est quoi notre identité? Quel est le modèle social auquel on veut se rattacher? Et ça, je pense qu'on ne peut pas le faire sans vous. Il faut que vous nous disiez, là, je vois le débat sur les retraites. Il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, on a déjà un système où on met 14 points de la richesse produite chaque année sur les retraites. C'est-à-dire que quand on produit 100 € de richesse en France, tous les ans, il y a 14 € qui vont aux retraités. C'est trop ou c'est pas assez? Cette question-là, j'aimerais qu'on se la pose. J'aimerais qu'on se dise que, parce que j'en ai marre qu'en fait, on ait des réunions qui se succèdent et on a toujours quelqu'un qui parle de son point de vue. Eh bien, parlons-en ensemble. Disons-nous les choses. Est-ce qu'on est prêt à mettre 14 € pour celui qui nous a rendus plus grands, plus riches, qui nous a permis d'avoir un boulot, nos maîtres? Et j'étais très sensible à votre témoignage, madame, tout à l'heure que vous avez dit, on se souvient de tous les prénoms, de tous les noms de ceux qui nous ont enseignés. Et c'est vrai. Moi, je me souviens de tous mes maîtres, ceux qui m'ont inspiré, ceux qui m'ont fait. Parce que j'ai grandi dans un quartier populaire, je suis eurasien, je n'ai pas été au départ particulièrement favorisé par la vie, je ne pensais pas être un jour député et encore moins d'être le patron du PS. Et donc je veux maintenant que cette question-là, on se la pose ensemble. Je veux qu'on puisse se dire les choses, les yeux dans les yeux, qu'on puisse bâtir ensemble le pays dans lequel nous voulons continuer à vivre. Que les plus jeunes qui sont là se disent pas,
il n'y a pas de place pour nous. C'est terrible d'entendre des gens qui disent ben, peut-être qu'on va aller ailleurs parce qu'on sera mieux accueillis. Non, nos enfants, ils doivent rester ici. Ils doivent être fiers et continuer ce que nous avons eu tant de mal à construire ici. Alors voilà, quels équilibres? Qu'est-ce qu'on remet à plat? Comment est-ce qu'on fait partager ce modèle auquel moi je tiens tant? Et j'aimerais que la prochaine élection, ce ne soit pas simplement des gens qui viennent vous dire voilà, on va vous imposer tel ou tel système. Moi, je veux qu'on remette à plat ce système, qu'on se dise ensemble quels sont les équilibres auxquels on veut parvenir, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra à nouveau vivre ensemble. En tout cas, c'est ce que je souhaite du plus profond de moi-même. Voilà, merci. Merci à toutes et à tous. Et j'ai vu apparaître quelques petites bouteilles et quelques. Donc il y a de quoi se sustenter et continuer la discussion ensemble.